Ok, alors, est-ce qu'on m'entend à distance et est-ce qu'on voit les diapos? Oui. Ouais. Ah, yes. Et ben alors c'est parti, je continue. Donc du coup, on va commencer par une petite définition du mot performance, pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. Donc la performance, moi je prends la définition du contrôleur de gestion, donc c'est la définition la plus aride, mais en fait la plus simple. C'est la somme de l'efficacité et de l'efficience, la performance. Donc efficacité, c'est atteindre son objectif. Efficience avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Voilà. C'est une définition simple, mais qui a le mérite de la simplicité, mais aussi de la pertinence. Et donc, on va essayer de critiquer un peu cette notion de performance pour peut-être en sortir autre chose. Alors, juste pour donner un petit point historique, cette histoire de, quand je vous ai fait croiser les bras, là, pour ceux qui étaient dans la salle, là, en me disant ce sont nos habitudes qui construisent les crises, ben, notre principale habitude aujourd'hui, c'est pas de consommer, c'est pas de voyager, c'est pas de quoi que ce soit, quoi. C'est de performer. En fait, si vraiment on va jusqu'au bout du compte, notre monde est drogué à la performance. Et ça fait un petit moment déjà. On peut remonter très loin, mais là, je vais juste remonter 500 ans en arrière, à la Renaissance. La Renaissance, donc c'est il y a 500 ans, hein, c'est quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, 1492. Donc il se passe plein de choses à la Renaissance, hein, l'échange de fruits et légumes, l'humanité qui se reconnecte entre le vieux continent, le nouveau continent, échange de maladies, le début de la colonisation, le début des plantations, enfin vraiment il se passe plein de choses. Et c'est le moment aussi où on invente la perspective. Donc la perspective, c'est cette technique-là qui fait avec la ligne de fuite. Vous devez connaître ça. Hein, c'est des dessins en fait très réalistes où en fait on fait des dessins. C'est l'une des premières peintures d'ailleurs qui utilise cette technique-là qui deviennent réalistes. Et donc en latin, la perspective, ça se dit commensuratio. Et commensuratio, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, ça veut dire que quand on invente la perspective, le monde devient mesurable. Mesurable. Commensuratio, ça veut dire mesurable. Quand on fait des dessins réalistes, le monde devient mesurable. S'il devient mesurable, il devient exploitable. Et donc, l'invention de la perspective, c'est une déclaration de prédation sur le territoire. Ben, je vous le dis de façon très brutale, hein, il y a plein d'autres choses dans la perspective, mais c'est aussi ça. C'est qu'en fait, on dessine tout, on contrôle tout, on aménage tout et on prend tout. Donc, c'est voilà. Mais d'ailleurs, la ligne de fuite, hein, pour que ça marche, il faut être dans une position haute pour regarder vers le bas. Ben, ça, c'est la position du prédateur. Hein. Donc la ligne de fuite, ça implique la position du prédateur. Donc alors, je vais accélérer évidemment. 500 ans plus tard, où on en est, eh ben, en fait, on est toujours là. Donc on fait des plans. Donc ça, c'est dans l'urbanisme. Alors là, je prends l'exemple de Lyon, et on va prendre, je crois, dans Bruxelles, hein, c'est pareil. Hein, c'est, en fait, les villes sont optimisées pour le trajet des piétons, des trains, des vélos, pour l'habitat, etc. Donc il y a de l'optimisation partout, il y a de la performance partout. Ben, l'optimisation, on peut aussi la définir. Hein. L'optimisation, c'est l'augmentation des performances. C'est ça, hein. L'optimisation, c'est on augmente l'efficacité, on augmente l'efficience. C'est vraiment ça. Ouais, donc, ça, c'est de l'optimisation urbaine. Il y a aussi de l'optimisation agricole. On fait du contrôle de l'optimisation de la performance quand on domestique les animaux, quand on domestique les plantes, et quand on les organise comme ça de façon industrielle. Et puis, c'est vrai aussi quand on regarde ailleurs, hein, en dehors des villes, hein, les paysages sont aménagés. On a complètement transformé les paysages extérieurs pour nos besoins, finalement. Alors, cet effet-là d'optimisation de contrôle et de performance, il faut bien comprendre que même si je vous ai dit qu'il y avait une longue histoire, l'impact, hein, il est récent. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup accéléré depuis 1950. Quand on a un peu l'impression que cette histoire de performance, de contrôle, d'optimisation, c'est en gros depuis le néolithique et depuis l'invention de l'agriculture, quoi, hein, c'était 10 000 ans. Mais sauf que c'était très plat, hein, l'évolution, hein, de 10 000 ans jusqu'à 1950. En fait, il y a peu d'impact. Mais à partir de 1950, ça part en flèche. Donc, c'est ce que montrent ces courbes, hein, de Will Stephen, là, ce qu'on appelle la grande accélération. La grande accélération, en fait, ça dit que si vous prenez à peu près n'importe quel paramètre socio-économique, ça part en flèche à partir de 1950. Et donc, ça, c'est très important de comprendre ça, que c'est récent, ça n'a que 70 ans, ce moment de folie de la performance, en tout cas, voilà, quand on prend tous les paramètres comme ça. Parce que si c'est récent, ça devient un objet politique. C'est qu'on a encore un levier dessus, quoi. 70 ans, c'est il n'y a pas très longtemps. Donc, on peut le changer encore. Si c'était il y a 10 000 ans, ce serait plus compliqué. Hein. Mais là, 70 ans, c'est tout à fait abordable. C'est quand même dans le passé proche. Quoi. Alors, pourquoi ça ne marche pas, la performance? Finalement, je vais aller tout de suite sur le fond du sujet, parce que là, pour l'instant, je vous ai dit, bah voilà, on performe et on y va à fond. Ça, c'est l'état des lieux, hein, si vous voulez. À la limite, c'est ni bien ni mal. Hein, c'est juste, voilà, on a décidé de performer, des humains, et d'accélérer la performance récemment. Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça ma question.
Alors, je vais vous donner 4 arguments contre la performance. Alors, le premier argument, c'est celui-là. Là. Peut-être que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2021 là, dans le canal de Suez, hein, un porte-conteneur qui se met en biais dans le canal de Suez. Bon, bah, ça, c'est 2 optimisations qui se rentrent l'une dans l'autre. Hein. Donc, avec le porte-conteneur, on optimise le transport maritime international, et plein d'objets sur un bateau. Et puis, le canal de Suez, bah, c'est une autre optimisation du transport maritime international. C'est le chemin le plus court. Ça, c'est voilà, efficace, efficient. Hein. Et ben, quand vous en avez un qui se met dans le travers de l'autre, ça bloque tout le transport maritime international. Et d'un seul coup, l'Europe découvre qu'elle est dépendante de la Chine et de l'Inde pour des produits vitaux, comme les médicaments. Par exemple, pendant 15 jours, il n'y a rien qui a pu passer dans le canal de Suez. Donc ça, alors je peux vous le dire en une phrase, c'est tout simple, l'optimisation fragilise. L'optimisation fragilise. Dès que vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que fragilise. C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Alors, si j'élargis un petit peu, en fait, c'est cette idée-là. C'est qu'en fait, le monde est complexe. Là, je ne vous apprends rien. Hein. On peut voir le monde un peu comme voilà, un monde avec plein de couleurs, des pelotes de laine de différentes textures, différentes couleurs. Et puis, nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait? Pour résoudre des problèmes, en fait, on les réduit, les problèmes. On réduit les problèmes, on fait un problème tout petit. Alors, du coup, le petit problème, bon, on peut le résoudre. Donc, on fait passer le fil dans le chat d'une aiguille. Et quand on fait ça, en fait, on tire sur un fil et on fait des nœuds partout ailleurs. C'est ça le problème de l'approche réductionniste, c'est de réduire les problèmes. Ça permet de résoudre un petit problème, mais ça crée des tas de problèmes ailleurs. Bon, encore une fois, l'optimisation fragile. Deuxième critique qu'on peut faire de la performance, c'est le fameux effet rebond. Alors là, je vais prendre l'exemple des frigos, c'est mon exemple favori. Donc les frigos, alors dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup de frigos et ils consommaient beaucoup d'électricité. Ils étaient très énergivores. On a fait beaucoup de progrès, donc d'efficience énergétique, qui sont devenus de moins en moins énergivores. Du coup, ils sont devenus moins chers. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on les a multipliés, on les a rendus plus gros, on les a connectés, on les a déclinés, la cave à vin. Et du coup, aujourd'hui, la population de frigos dans le monde consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est un effet rebond typique. Alors, c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour le charbon, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour la lessive concentrée, c'est vrai pour les mots de passe que vous mettez sur vos ordinateurs tous les jours, hein, 20 fois par jour, hein, en moyenne. Donc, ouais, en fait, ouais, tous ces trucs-là, c'est que des effets rebonds qui sont des produits de la performance. Chaque fois qu'on performe, en fait, ben, on a l'impression de faire des choses bien, là, hein, de réduire la consommation énergétique. Et ben, finalement, non, au total, en fait, on consomme plus d'énergie à la fin. Donc là, c'est l'effet rebond. Alors, un troisième critique qu'on peut faire, là, pour moi, c'est celle-là qu'il faut surtout retenir, parce que finalement, c'est vraiment le clou dans le cercueil de la performance, la loi de Goodhart. Alors, la loi de Goodhart, qu'est-ce que c'est? Ça dit, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous mettez un indicateur de performance quelque part, vous allez tout faire pour performer. Absolument tout faire. Donc là, je prends l'exemple typique du sport de compétition. Dans le sport de compétition, si l'objectif c'est d'être en haut du podium, eh ben, vous allez tout faire pour performer, y compris faire du dopage. C'est cet artiste qui a repris les anneaux olympiques, hein, qui l'ont mis en version un peu pharmacologique, hein, si vous voulez. Eh ben, c'est quand même incroyable. Hein. C'est qu'un sportif, son outil de travail, c'est son corps, et il va s'intoxiquer pour performer. Ben là, c'est la loi de Goodhart typique. Alors, il y a plein d'autres choses hein, dans le sport de compétition. Il y a de la triche, il y a du blanchiment d'argent, il y a des paris d'argent. Donc, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui ont tout à voir avec la compétition et donc la performance. Alors, c'est vrai pour le sport de compétition, mais tout le monde est touché par ça. Hein, dès qu'on touche à la performance et aux indicateurs de performance. Donc, évidemment, enfin, je peux vous passer des détails sur le monde socio-économique. Hein, il y a plein d'exemples, et je vais peut-être prendre voilà, l'éducation. Les notes à l'école, quand on a un objectif d'avoir des bonnes notes, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On triche, on fait du bachotage avant les examens, par exemple. Ben, quand on fait du bachotage, on n'apprend rien. Enfin, là, je ne vous apprends rien non plus. Ça, on le sait bien. C'est que pour l'examen, ça va, et puis après, on oublie tout. Un autre exemple, je vais prendre mon exemple, les chercheurs. Nous, les chercheurs, on a des indicateurs de performance aussi. Hein. On a un facteur H qui nous indique notre niveau de performance. On publie dans des articles un facteur d'impact. Donc, tout ça, c'est des indicateurs de performance. Et on est dans des universités avec le classement de Shanghai, qui est un autre indicateur de performance. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben, du coup, on publie beaucoup trop vite. Et du coup, il y a une étude qui le montre très bien, c'est le Parquetal 2023 dans Nature, qui montre que depuis 1950, les articles scientifiques sont de plus en plus incrémentaux, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins disruptifs. On accumule beaucoup de données,
qui sont de moins en moins intéressantes, hein, et en plus, c'est de plus en plus de fraude. Donc, c'est vraiment un effet typique de la loi de Goulard, ça, dans la science. Hein. On est tous soufflés, hein, parce que je ne me sors pas du lot. Pour le classement de Shanghai, il y a aussi un très bel exemple en France, c'est le campus de Paris-Saclay. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Donc, en France, on n'était pas dans aucune université qui était dans les 20 premières. Et du coup, le gouvernement a décidé de regrouper toutes les universités, toutes les grandes écoles sur un site à Paris-Saclay, dans le sud de Paris. Donc, tout construit, tout neuf, tout ça, pour apparaître dans les 20 premières. Alors, mission accomplie, voilà, ils sont à peu près 15e, Paris-Saclay. Mais alors, regardez, ils ont construit ce campus, cet énorme campus, sur les meilleures terres arables de France. Donc, on va former l'élite du pays sur un territoire perdu, tout ça pour augmenter un indice abstrait. Il faut quand même le faire. Hein. Donc là, c'est vraiment la loi de Goulard en classement. Bon, voilà. Donc ça, c'est les trois critiques qu'on peut dire vraiment qui sont intrinsèques à la performance et qui font qu'elle devient toxique au bout d'un certain seuil. Mais évidemment, la quatrième critique qu'on peut faire à la performance, c'est celle que vous connaissez, hein, si vous êtes dans la santé environnementale, c'est l'impact socio-écologique de la performance. Nous, les humains, nous performons, mais il y a quelqu'un qui paye l'addition de notre performance. C'est le coût caché de la performance, c'est cet effet socio-écologique. Donc il y a 4 sujets pour la question environnementale. La pénurie de ressources, donc pénurie de ressources non renouvelables et renouvelables, le bois et l'eau par exemple, il y a aussi des pénuries, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales. Donc je ne vais pas vous faire un constat, parce que ce n'est pas la peine de se complaire dans le constat, d'être dans la collapsologie, etc. Ce n'est pas du tout mon style. En fait, il y a juste un mot à retenir. Si vous voulez résumer tous les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de l'OCDE, du WEF, enfin de tout ce que vous voulez, voilà, de tas de rapports scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent que le 21e siècle sera fluctuant. C'est le mot-clé. Le 21e siècle sera turbulent. C'est ça. En fait, on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart type, en langage mathématique. On va rentrer dans un monde où ça va tanguer beaucoup plus. On y est déjà, les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques, les crises énergétiques, bon, je ne fais pas un dessin, voilà, les pandémies, voilà, on rentre dedans. Quoi. Voilà, on rentre dedans, donc ça, bon, c'est plus tellement une prédiction, en fait, on est dedans. Donc la question, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je crois que j'avais eu une diapo pour dire aussi, alors je vais quand même faire un tout petit peu de collapsologie, mais c'est pour la bonne cause. C'est juste pour dire que cette histoire de monde fluctuant, c'est vraiment pas une prédiction, on est déjà dedans. Donc là, est-ce que vous connaissez le rapport au Club de Rome? Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Plus ou moins. Alors, je vais juste dire rapidement. Donc, le Club de Rome, c'est un ensemble d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, de scientifiques, quoi, dans les années 60, qui s'inquiètent de 2 choses, la montée de la démographie mondiale et la baisse des ressources non renouvelables. Dans les années 60, et ils se disent, mais il y a bien un moment où les 2 courbes vont se croiser, qu'est-ce qui se passe après? Donc ça fait très longtemps qu'on se pose ce genre de questions-là. La nouveauté dans les années 60, c'est qu'on a des ordinateurs. Et donc, on va pouvoir faire une modélisation informatique du monde. En fait, ce sera le premier modèle informatique du monde. Donc, il confie à 2 analystes des systèmes du MIT à Boston, donc c'est Dennis et Donella Meadows, de faire le premier modèle informatique du monde. Alors, c'est un petit modèle, 180 paramètres, donc rien comparé au GIEC. Le GIEC, maintenant, les modèles, c'est 10 millions de paramètres, mais c'est beaucoup plus simple. Et qu'est-ce que ça prédit? Donc, ça sort en 72, et ça prédit une courbe en cloche. Comme ça, là. Et donc ça, c'est pas une surprise, la courbe en cloche. On savait que si on prend n'importe quel paramètre, on ne peut pas avoir de la croissance infinie sur une planète finie. Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique, conservation de l'énergie. C'est pas possible. Donc ça, c'est trivial, la forme de la courbe. La surprise, c'est la date. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, on se disait il y en a encore pour 500 ans de croissance. Quoi. Ben non, en 72, le modèle, il dit non, ça va se passer dans la première moitié du 21e siècle. Alors, c'est en 72, c'est le premier modèle, donc on se dit, oui, bon, ok, c'est une prédiction, vous êtes bien gentil, mais c'est qu'un petit modèle, voilà, c'est quand même fait à la main, quoi. Et puis en plus, 73, crise pétrolière, quand même. Donc, tout de suite, on enterre ça. Après, voilà, c'est Hayek, Friedman, Nordhaus, tous les économistes extraterrestres qui n'ont aucun lien à la Terre, donc aucune connaissance de ce que c'est que la Terre, quoi. Donc, on oublie complètement ça, jusqu'à ce qu'il y ait un certain Graham Turner, un Australien, là, qui refait tourner le modèle en 2000, en accumulant donc, les données là, entre 70 et 2000, et puis il se rend compte, donc c'est la courbe pleine, que ça suit la courbe pointillée. Donc la courbe pointillée, c'est la prédiction, la courbe pleine, c'est les données réelles. Et là, d'un seul coup, en 2000, on se dit, en fait, non, ça suit vraiment la prédiction, quasiment à la lettre. Quoi. Ça a été refait en 2010, et c'est pas très loin de la courbe pointillée.
Donc en fait, on a reçu Denis Meadows en 2022 pour les 50 ans du rapport au Club de Rome à Lyon, et lui il disait, ah, ouais, il n'y a pas de surprise, hein, on est exactement au sommet de la courbe en ce moment. Donc pour lui, c'est maintenant hein, le basculement. Hein. Et c'est vrai qu'il a des arguments hein, quand même. Hein. Il faut même prendre des arguments qui ne sont pas forcément des remous forts. Hein. La Chine, depuis 2022, baisse en population. Les États-Unis, leur espérance de vie en bonne santé, elle a augmenté jusqu'en 2015, elle baisse depuis 2015. Bon, bah, ouais, donc en fait, il y a plein de pays qui basculent sans trop qu'on le sache. Hein. Voilà, et puis c'est très global, ça. Hein. C'est très hétérogène en fonction des pays. Donc c'est juste pour dire que c'est du court terme, mais quand même juste tout de suite pour dire un petit point positif, la descente là, c'est pas un effondrement. Hein. On vit très bien hein, quand on descend. Hein. Le passage difficile, c'est juste le basculement. Hein. Parce que là, il y a deux mondes qui ne se comprennent pas. Hein. Mais quand on descend, c'est juste une autre façon de vivre sur Terre, c'est tout. C'est pas un collapse hein, du tout. Hein. Enfin, moi-même, à mon avis, je pense qu'on vit beaucoup mieux quand on descend que quand on monte. Hein. Bah bon, vous allez voir, mais je ne vais pas trop tout là-dessus. Ok, alors donc ça, c'est un petit peu la prédiction. Donc le monde fluctuant. Alors qu'est-ce qu'on fait face au monde fluctuant causé par la performance? Ben, jusque-là, notre réponse, ça a été de faire encore plus de performance. Alors c'est là qu'en fait, on se rend compte qu'on est dans une dérive sectaire. Hein. Et je pense que le mot dérive sectaire n'est pas galvaudé. C'est que quand on fait des choses qui sont toxiques pour l'environnement, pour la société, pour l'économie, pour à peu près tout, quoi, et que la seule solution qu'on trouve, c'est les mêmes outils, voilà, on est vraiment sous emprise. Hein. On est sous emprise de la performance. Hein. On est tous et toutes drogués à la performance. Donc là, voilà, des exemples. Alors, évidemment, j'ai choisi. Hein. Il y a aussi des super projets. Hein. Mais là, j'ai pris des projets qui sont un peu débiles quand même. Donc, alors, les éoliennes géantes. Donc, les éoliennes géantes qu'on trouve au large du Royaume-Uni, elles font 260 mètres de haut. Hein. C'est grand comme une tour Eiffel, quoi. Il y a des pales qui font 100 mètres de long. C'est du composite. Donc, c'est inrecyclable, irréparable. Dedans, il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales, et à l'intérieur, il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de terres rares. Donc, il va vraiment falloir m'expliquer ce qu'il y a d'écologique là-dedans. Hein. Et je passe sur l'acier, le béton. Le tout électrique. Alors, tout électrique, être taxi à Bruxelles, super si c'est un taxi électrique. Ça, on est d'accord. Hein. Mais est-ce qu'il faut que tout soit électrique? Est-ce qu'il faut qu'un camion soit électrique? Alors, le tout électrique est très mal pensé quand même. Hein. Alors, juste pour vous donner l'exemple de la voiture électrique et pratique, une voiture thermique de base, hein, c'est 20 kg de cuivre pour le circuit électrique. Une voiture électrique de base, c'est 80 kg de cuivre. Une Tesla, c'est 240 kg de cuivre. Une borne électrique, c'est 100 kg de cuivre. Le pic de cuivre, donc le pic de cuivre, c'est comme le pic de pétrole, c'est le moment où la consommation dépasse les capacités de production. Le pic de cuivre, il est attendu entre 2040 et 2075. Donc c'est demain. Hein. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. C'est physiquement impossible, juste en suivant le cuivre. Je vous épargne le cobalt, le lithium et tout le reste. Donc en fait, voilà, c'est très mal pensé. Encore une fois, il y a des parties très bien dans le tas, mais ce n'est pas une solution globale, ça. Donc encore une fois, un petit problème qu'on résout et ça crée des problèmes ailleurs. Et puis un dernier exemple, c'est les ampoules basse consommation. Alors ça, on en voit de moins en moins, cela dit, mais c'est des ampoules comme ça, là, un peu Android. Hein. Donc ça, c'est des ampoules qui consomment moins d'électricité. Donc on pourrait se dire, bah, c'est bien, quoique, hein, l'effet rebond, comme d'habitude, mais même si on oublie l'effet rebond, on se dit, bon voilà, ça consomme moins d'électricité. Qu'est-ce qu'il y a dans ces ampoules? Du mercure. Alors, il faut quand même le faire, c'est-à-dire qu'on va baisser la consommation énergétique et on va diffuser du mercure dans les foyers. Il faut quand même être complètement frappé. Hein. C'est là qu'on voit que c'est très maladroit. Quoi. Voilà, je veux dire comme ça, c'est très maladroit. Notre réponse pour l'instant, pour être un peu dans le séisme. Donc, alors oui, j'ai un autre. Bon, je vais finir d'enfoncer le clou dans le développement durable. Alors, allons-y. Donc, du coup, est-ce que nos autres solutions là, sur la performance, ben, on a aussi, depuis les années 80, on a lancé le projet des objectifs du développement durable. Alors, on va tous être d'accord sur les valeurs. Hein, arrêter la pauvreté, avoir accès à l'eau potable, l'éducation, tout ça. Tout le monde est d'accord hein, c'est très politiquement correct, hein, les objectifs du développement durable. Hein. Mais ça ne marche pas du tout. Ça a été lancé en 2015, on doit les atteindre en 2030. Là, on est exactement à mi-parcours et on parle de les abandonner, hein, parce qu'on ne va pas y arriver. Donc, et pourquoi ça ne marche pas? Alors, il faut juste regarder ça. En fait, vous voyez, vous avez 17 objectifs qui sont en compétition les uns avec les autres. Donc, si je mets beaucoup d'énergie pour arriver à l'objectif 6, d'avoir accès à de l'eau potable, peut-être que jamais je pourrai atteindre l'objectif 1 d'annuler la pauvreté. Quoi. C'est mal conçu, si vous voulez, c'est une pensée en silo. Les silos sont même manifestes. Il y a des petites couleurs différentes par objectif.
Donc, c'est l'efficacité qui ne marche pas, ça. Si vous mettez votre objectif, eh ben, ils vont être en compétition les uns avec les autres. Alors, il y a aussi autre chose, hein, quand même. Alors, vous ne pouvez pas le voir d'ici, là, mais je pourrais grossir. L'objectif 8. L'objectif 8, travail décent, bon, ça c'est bien, et croissance économique. Il y a un objectif de croissance économique dans un monde qui va se contracter économiquement, inévitablement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, autre chose, puis après j'arrête, hein, on va aller dans les solutions. Mais le GIEC, hein, le GIEC est créé en 1988 hein, sur le climat. Bon, ben, vous voyez, si on regarde les émissions de CO2, bon, ça n'a pas trop bien marché, hein, cette affaire-là. On voit que ça continue à émettre plein de CO2 malgré la création du GIEC. Alors, il faut se poser la question, peut-être, est-ce que ça a été mal pensé, cette histoire de GIEC-là? Alors, il faut juste regarder la date, hein, 1988. Qui a validé la création du GIEC? Qui était à la manœuvre en 88? Thatcher, Reagan. C'est pas franchement des écolos, hein, enfin, on est d'accord. S'ils ont validé ça, c'est peut-être qu'ils avaient un autre agenda en tête. À l'époque, ce qu'on voulait surtout soutenir, c'était le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui était plutôt assez agressif sur les pollutions, notamment, les pollutions de l'industrie. Donc la création du GIEC, validée par Thatcher et Reagan, c'est réduire la question socio-écologique à des tonnes de CO2. Et donc, d'ailleurs, ça a marché. Hein. Aujourd'hui, ça fait écran à tout le reste. Hein. Le CO2 occupe tout le territoire quoi, médiatique. Quoi. Donc, ça a fait écran à toutes les autres questions. Alors, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Jules. Le GIEC, aujourd'hui, enfin, il s'est quand même bien émancipé. Hein. Donc, maintenant, ils font des rapports nettement plus avancés sur les inégalités sociales, etc. Donc, en fait, ça y est, ils se sont émancipés. Mais bon, on a pris beaucoup de retard à cause de ce démarrage un peu foireux. Bon voilà, donc ça, on peut se dire que voilà, c'est maladroit jusque-là. Donc du coup, peut-être qu'il faut changer de cap. En gros, c'est un petit peu ce que dit Einstein. Alors, je n'ai plus la citation en tête, mais il dit en gros que si vous avez utilisé une certaine pensée et que ça a créé un problème, pour résoudre ce problème, il faut changer de pensée. Il ne faut pas utiliser la même pensée. Parce que sinon, vous allez créer exactement le même problème. C'est comme tout à l'heure les croisements de bras. Si vous faites exactement la même chose qu'avant, il n'y a aucune raison que ça change. Hein. Ça sera la même trajectoire. Peut-être plus lente, peut-être plus rapide, mais c'est la même trajectoire. Donc, il faut changer d'angle. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est pas de faire du développement durable, c'est même pas de faire de la décroissance, c'est juste de regarder les professionnels des fluctuations. Si le mot-clé du 21e siècle, c'est le monde fluctuant, eh ben, il faut apprendre de ceux qui savent gérer les fluctuations. C'est aussi bête que ça. Et alors, qui sont ces mystérieux personnages qui sont capables de gérer les fluctuations? Eh ben, ce sont les êtres vivants. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils gèrent les fluctuations. Donc peut-être qu'il y a des recettes à prendre chez les êtres vivants. Alors c'est assez simple. En fait, il n'y a qu'une seule recette, vraiment. Il y a une multitude de recettes, mais je les regroupe en un mot. Que nous apprennent les êtres vivants? Les êtres vivants nous donnent des leçons de robustesse. Robustesse. Alors c'est quoi la robustesse? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça la définition de la robustesse. Et les êtres vivants sont sélectionnés au cours de l'évolution sur leur capacité à être robustes. C'est ça, hein. Parce que si vous lisez Darwin, vraiment dans le texte, hein, si vous lisez l'origine des espèces de A à Z, c'est ça que dit Darwin. Hein. C'est pas du tout l'histoire du plus adapté. Enfin, ça a été très détourné, hein, quand même. Donc, du coup, cette robustesse, comment font les êtres vivants pour être robustes? Eh bien, c'est assez simple. Hein. Ils ne font pas de la robustesse et de la performance, ils font de la robustesse contre la performance. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Il faut aller contre l'efficacité, contre l'efficience. C'est comme ça qu'on est robuste. En fait, il s'agit de mettre du jeu dans les rouages. Quoi. Alors, comment ils font exactement? Eh bien, en fait, vous avez ici, là, si je peux dire, le programme politique du vivant. Et donc, c'est toutes ces valeurs. Hein. Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Le globule rouge ne veut pas être vert. Voilà, il est rouge et on ne sait pas bien ce qu'il va faire. C'est très hétérogène. Pensez à la biodiversité, pensez aux lignes de votre main. Hein. Vous pouvez comparer votre main droite, votre main gauche, elles n'ont pas les mêmes lignes. Hein. Voilà, même c'est hétérogène même dans vos mains, si vous voulez. Incertitude, il y a énormément de processus qui sont aléatoires hein, chez les êtres vivants. Il y a même tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique et qui n'étudie que les aspects aléatoires chez le vivant. Donc c'est pour dire à quel point c'est prévalent. Il y a énormément de redondance. Pensez justement aux globules rouges dans votre sang, pensez au nombre de feuilles sur un arbre, enfin, c'est invraisemblable, hein, des milliers de feuilles qu'il y a sur un arbre. Pensez aux familles de gènes, c'est redondant vraiment à des millions. Quoi, voilà.
C'est très incohérent. Alors ça, c'est presque la partie la plus difficile, mais en fait, les systèmes vivants sont très incohérents. C'est-à-dire que si vous regardez un réseau de gènes, un réseau métabolique, un réseau de neurones, enfin, n'importe quel réseau, vous allez toujours trouver, et de façon vraiment prévalente, un facteur qui active et inhibe la même chose. C'est toujours là. Hein. Si vous voulez, l'image que je prends, c'est l'automobiliste, le jeune automobiliste. Vous savez, hein, quand on apprend à conduire au début, on surréagit un petit peu. C'est qu'on freine trop fort et puis on accélère trop fort. Quand on est passager, c'est un peu l'enfer hein, parce que ça ne s'arrête pas de. Ouais, c'est chaotique. Quoi. Bah, les êtres vivants, ils font ça. Ils font ça vraiment. Quoi. En fait, c'est qu'ils secouent beaucoup à l'intérieur. Et en fait, ce sont ces fluctuations internes qui permettent. En fait, c'est le meilleur bouclier contre les fluctuations extérieures. Il faut que ça bouge à l'intérieur pour que ça puisse résister aux fluctuations extérieures. Ça, c'est la loi des variétés indispensables de Ashby, qui le dit dans tous les systèmes, et notamment dans les systèmes vivants. Et donc ça, c'est nourri par l'incohérence. C'est un amortisseur, l'incohérence, si vous voulez. Et le dernier point, c'est l'inachèvement. Parce que ça, vous le savez bien, un être vivant, il est inachevé, tout le temps. C'est-à-dire que quand il est achevé, il est mort. Voilà. Donc là, actuellement, vous êtes inachevé. On est d'accord. Vous êtes en train de vous régénérer, là. Hein. Vos cellules sont en train de se régénérer. Donc, ça, voilà. Donc tout ça, ce sont des contre-performances pour un être humain du XXIe siècle, hein, mais ça nourrit la robustesse, ça met du jeu dans les rouages. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, à mon avis, pour aborder le monde fluctuant, parce que ça, c'est une leçon de robustesse. Alors du coup, je vais quand même vous donner des exemples, mais c'est des exemples que vous connaissez, hein, c'est juste, ça vous permet de les ancrer, quoi. La température corporelle, 37 degrés. Si on isole les protéines et les enzymes, si j'isole les protéines et les enzymes de votre corps, vous savez que la plupart des enzymes, elles sont à 40 degrés. Hein. Leur optimum d'activité, c'est à 40 degrés. Donc il y a 3 degrés de différence entre les deux. Et vous savez bien que 3 degrés de différence pour des enzymes, c'est énorme comme différence. En fait, il y a certaines enzymes qui ne sont même pas présentes à 37 degrés. Il y a certaines enzymes dont l'activité est 1 million de fois plus importante à 40 degrés qu'à 37 degrés. Donc en fait, on a un autre corps à 40 degrés. C'est juste qu'on n'a pas l'impression parce que ça ressemble à peu près, voilà, on est juste un peu claqué, mais sinon ça ressemble. Mais à l'intérieur, c'est carrément autre chose, quoi. Hein. C'est d'autres réseaux métaboliques, c'est carrément autre chose. Et en fait, on est au top de la performance à 40 degrés. C'est là qu'on est au top de la performance, que notre métabolisme est au top de la performance, que notre système immunitaire est au top de la performance. Et donc là, ouais, c'est tout simple en fait. À 37 degrés, on n'est pas au maximum de performance, on n'est même pas à l'optimum de performance, on est en dessous de l'optimum de performance pour garder des marges de manœuvre et des marges de manœuvre très importantes pour pouvoir gérer des fluctuations imprévisibles, un pathogène qui passe notamment. Mais ça ne veut pas dire que les êtres vivants excluent la performance, vous voyez, ils l'autorisent. 40 degrés, on peut faire de la fièvre, hein. On peut augmenter la performance, on peut booster la performance, mais c'est sur dérogation. C'est transitoire. C'est 3 jours, hein, 40 degrés. Hein. Après, c'est mortel, hein, les protéines se dénaturent. Hein. Donc, on ne peut pas rester comme ça au maximum de performance. En fait, c'est un épuisement, c'est du burn-out moléculaire. Quoi. Ben, on revient à la vitesse de croisière après. Donc, vous voyez, c'est ça le bilan, en fait. C'est pas très performant. Si vous voulez, ce que je dis souvent, à 37 degrés, c'est 12 sur 20. Quoi, hein. On a un corps qui fonctionne de façon satisfaisante, quoi, mais pas tellement plus. Hein. C'est tout, mais c'est ça. Et c'est aussi ce que dit Darwin, hein, quand même. Hein. J'insiste un peu sur Darwin, hein, parce que Darwin, il dit ce sont les êtres vivants qui ont des caractères satisfaisants qui passent les millions d'années. Donc, il faut mention passable hein, pour passer les millions d'années. Hein. C'est tout. Il hein. ne faut pas être le meilleur. Hein. Juste, j'insiste. C'est un peu, ça fait partie des dogmes Darwin. Alors ça, c'est la température corporelle. Et puis, il y a un autre exemple chez les plantes, mais à mon avis, il est plus pertinent, c'est la photosynthèse. Là, donc la photosynthèse, hein, donc ça vous connaissez bien, c'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone, hein, une plante. Donc ça existe depuis 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années, hein, les premières traces isotopiques de la photosynthèse, hein, c'est très ancien, c'est très ancien. Et le rendement de la photosynthèse, hein, aujourd'hui, en 2023, moins de 1%. Moins de 1%. Si vous mesurez le rendement énergétique de la photosynthèse dans un champ, en général, on tombe sur 0,3 à 0,8% de rendement. Donc ça veut dire que, si je vous dis autrement, que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc c'est minable. Hein. C'est pas nul, mais c'est presque nul. Hein, c'est presque nul. Voilà. C'est un peu moins de 20%. Alors, il y a quelque chose qui doit vous frapper parce que nous, les humains, là, en 50 ans, on a fait des panneaux solaires. Alors, c'est quand même pas pareil que la photosynthèse, hein, mais c'est juste, voilà, c'est un objet qui capture de l'énergie lumineuse. Depuis 50 ans, on a fait des panneaux solaires. On est déjà à 15% de rendement. Alors, il faut quand même se demander, 3,8 milliards d'années, moins de 1%, 50 ans, 15%. Comment ça se fait que les plantes soient si nulles, voilà, en fait? Alors, il y a quelque chose qui doit vous frapper tout de suite. Hein. Les panneaux solaires, ils sont noirs, et les plantes, elles sont vertes. Eh ben, elles ne sont pas la bonne couleur.
Parce que si on voulait que les plantes capturent toute l'énergie solaire, il faudrait qu'elles soient noires. C'est le noir qui absorbe toute la lumière. Hein. Donc là, en fait, si elles sont vertes, ça veut dire qu'elles absorbent les extrêmes de l'arc-en-ciel. Elles absorbent le bleu et le rouge. D'ailleurs, vous voyez, en serre, on met souvent des fois des néons roses, hein, violets, qui justement sélectionnent ça. Alors du coup, la question, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes? C'est ça, finalement, la question. Pourquoi elles sont-elles vertes? Et on a la réponse, et c'est depuis 3 ans seulement, c'est assez récent. Hein. Enfin, il y a plusieurs théories, mais celle-là, elle est quand même un peu plus consolidée. C'est la physique quantique, mais je vais vous faire la version de biologiste parce que je ne serai pas capable d'aller plus loin dans la physique quantique. Alors, cette étude, elle dit que si vous voulez avoir le maximum de performance pour la photosynthèse, il faudrait que les photons, donc les particules de lumière, tombent de façon très régulière, comme dans une chaîne de montage, hein, à la Charlie Chaplin. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. La lumière, ça fluctue tout le temps, entre le matin, le soir, la température qui change, l'angle de la lumière qui change, enfin, voilà, il se passe plein de choses. Et puis à l'intérieur aussi, les cellules végétales elles-mêmes, elles fluctuent. Elles se divisent, elles meurent, les protéines voilà, se polymérisent, se dépolymérisent. Donc tout ça, ça bouge à l'intérieur, ça bouge à l'extérieur. Quelle est la solution dans un monde fluctuant? Cette étude, donc c'est Harpetal 2020 dans Science, hein, si vous voulez voir, cette étude, elle montre en fait qu'il n'y a qu'une solution, c'est d'absorber dans le rouge et d'absorber dans le bleu, et il faut que les deux pics d'absorption soient éloignés l'un de l'autre pour autoriser des fluctuations. Donc, si je vous le dis autrement, la question c'était pourquoi les plantes sont-elles vertes? La réponse, pour gérer les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. Il n'est jamais question de performance depuis 3,8 milliards d'années. Donc la prochaine fois que vous voyez une plante verte, c'est ça qu'elle vous dit. Hein. Elle vous dit, moi je gère mes fluctuations, je ne fais pas de performance. Hein. Et ça fait longtemps. Donc bon, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Ça doit nous interroger. Hein, quand même. Donc du coup, voilà, il y a plein d'exemples chez les êtres vivants, il y en a des milliers. Hein. À chaque fois, c'est pareil. Hein. C'est des contre-performances qui ajoutent du jeu dans les rouages hein, et qui permettent d'être robustes face aux fluctuations extérieures et voire même face aux fluctuations intérieures. Donc, voilà, c'est tout. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est la minute biologique, on va dire. C'est comme ça les êtres vivants, c'est vraiment ça qu'ils ont au cœur. Et donc si vous voulez, peut-être juste pour dire un mot, souvent quand on veut faire du biomimétisme, hein, pour aborder la question socio-écologique, souvent on s'arrête à la circularité et à la coopération, qui sont aussi deux grands principes vivants, hein, circularité et coopération. Mais si on s'arrête là, en fait, ça ne va pas marcher, parce qu'on va faire de la circularité performante et on va faire de la coopération performante. La circularité performante, elle épuise les ressources, au final. La coopération performante, ça s'appelle de la collaboration. C'est aussi ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Et dans le gagnant-gagnant, il y a toujours quelqu'un qui perd. Donc, tant qu'on n'est pas allé jusqu'à critiquer la performance, on reste à la surface des choses. Et en fait, on n'est pas rentré dans le cœur nucléaire du vivant. La robustesse, c'est vraiment le cœur du vivant. Et là, je vous le dis, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, hein, mais tout ce que je vous raconte là sur les grands principes de sous-optimalité, si vous voulez, ça, on le savait dans les écosystèmes dans les années 80, hein, c'était bien démontré avec la modélisation, tout ça. La nouveauté, c'est que depuis une vingtaine d'années, maintenant, on le sait à l'échelle moléculaire. Il y a plein d'articles. Hein. Il y a un article de Nicholson, par exemple, qui s'appelle Why is this? Bon, en français, c'est pourquoi la cellule n'est pas une machine. Je sais pas comment c'est dit en anglais, mais en fait, ça vient de plus en plus, hein, cette idée-là, hein, que voilà, les approches systémiques du vivant apportent ça. Alors du coup, on va basculer dans le monde social pour passer à la santé environnementale. Et du coup, ce questionnement-là sur la performance et la robustesse du vivant, ça peut nous éclairer pour inventer le monde du 21e siècle adapté à ces fluctuations. Et la première chose à faire, c'est de redéfinir le progrès. Aujourd'hui, le progrès, on a tendance à le condamner, hein, parce qu'on se dit, ouais, le progrès, merci, c'est ça que ça nous a apporté, on arrête le progrès. Quoi. Alors non, moi je pense que c'est un bon mot, le progrès. C'est juste qu'il faut se le réapproprier. Quoi. Alors le progrès, jusqu'à présent, hein, jusqu'au XXe siècle, on va dire, enfin à peu près jusqu'à maintenant, le progrès, ça a surtout été des incréments de performance. Le progrès de l'humanité, depuis le néolithique, hein, on peut le dire, même depuis plus longtemps, ça a été, on a augmenté l'efficacité, on a augmenté l'efficience des technologies, des processus, des organisations à tous les rayons. Quoi. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que plus on augmente la performance, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Donc c'est toute la question socio-écologique. Donc si on continue comme ça, dans cette trajectoire de performance, hein, avec les éoliennes, les ampoules basse consommation, l'agriculture de précision, enfin des tas de choses comme ça, on sait ce que ça va donner, hein, on va se planter. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. La voie de la performance, c'est la voie étroite. On met beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes, beaucoup de temps dans des projets, et du coup, on est incapable de s'adapter si le monde change. Quoi. Donc, c'est vraiment la dernière chose à faire. Hein. C'est suicidaire, hein, la performance, hein, dans un monde changeant. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est le futur du progrès? On peut le dire comme ça. C'est quoi le progrès au XXIe siècle? C'est tout simple. Hein. Il faut changer d'axe.
Le progrès au XXIe siècle, ce sera des incréments de robustesse. Et je le dis au futur. Alors, c'est gonflé parce qu'un scientifique ne peut pas prédire l'avenir, hein, on est d'accord. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. La seule chose dont on est sûr, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. C'est ça, hein. Tous les rapports du GIEC, je ne redis pas, le monde fluctuant qui vient, c'est à peu près le seul truc dont on est sûr, c'est que ça va tanguer de plus en plus. Dans un monde qui bouge de plus en plus, il ne faut surtout pas faire de la performance, il faut faire de la robustesse. Et ce sont deux valeurs qui s'opposent. On ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. C'est impossible. Donc forcément, il y a un moment, on est allé tellement loin dans la performance qu'on va réduire la performance pour faire plus de robustesse. Alors, vous allez me dire, c'est pas complètement évident ça, parce que quand on regarde à l'extérieur, là, on voit bien qu'on est encore vraiment dans le monde de la performance. Hein. On peut penser au monde des actionnaires, hein, McKinsey, tout ça, bah, Total, Énergie, Shell, bon, voilà, toutes ces grandes entreprises qui sont à fond dans la performance. Hein. Elon Musk aussi, voilà. Bon, il y en a plein. Hein, Vous pouvez penser aux clients aussi. Hein. Quand on est tous et toutes clients, bah, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Des objets pas chers et vite. Hein. Bah, ça, c'est de la performance aussi. Hein. Dans le monde politique, c'est pareil, hein, l'efficacité. Je peux vous dire qu'Emmanuel Macron, le mot efficacité, il le prononce très souvent. Hein, donc, lui aussi, il est bien dans la performance. Hein. Donc, en fait, on est dans un monde de la performance à tous les étages. Donc, la question, c'est est-ce que ça, c'est pas un peu utopique cette histoire-là? Est-ce que vraiment, on va basculer de la performance à la robustesse? Et ben là, ma réponse, moi, c'est qu'en fait, on a déjà basculé. On s'en est pas rendu compte, mais on a déjà basculé dans la robustesse. Aujourd'hui, il faut juste ouvrir les yeux et se dire, bah oui, en fait, parmi tous les projets, il y en a déjà plein qui sont dans le monde de la robustesse. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, je prends l'exemple presque le plus caricatural pour démarrer, l'agriculture. L'agriculture, l'agriculture industrielle intensive, c'est une agriculture de la performance. Donc là, par exemple, vous avez un champ de maïs avec, en fait, le secret, hein, c'est de planter la meilleure variété génétique au champ et vous annulez les fluctuations en mettant de l'irrigation, des engrais, des pesticides. C'est ça. Hein. Ça, c'est la stratégie de la performance. Ben, non, ce qui se passe, vous savez bien, ça crée des rendements très élevés, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais par contre, ça désertifie les sols, ça pollue les nappes phréatiques, ça aliène les paysans, ça induit le suicide des paysans. Voilà. Bon. Je passe sur les détails, c'est toxique à des tas de niveaux. Quoi. Donc, du coup, c'est quoi la version robuste de l'agriculture? Bah, c'est évidemment l'agroécologie. L'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, l'écoculture, le jardin créole dans les Caraïbes. Enfin, il y a vraiment des tas d'exemples comme ça, là, où en fait, on sait très bien faire. En fait, on sait très bien faire de l'agriculture qui est moins performante, mais qui est plus robuste, parce qu'elle est basée sur de la biodiversité cultivée. Et le mot important, c'est biodiversité. Alors là, je vais prendre un exemple. Si vous voulez, c'est le niveau 1 de l'agroécologie, ça. C'est que vous avez le même champ, le même paysan, et vous voulez rendre votre champ et votre paysan plus robuste. Qu'est-ce que vous faites? Ben, là, c'est un champ de blé. Alors, au lieu de semer la meilleure variété de blé, ben, vous allez semer un mélange de variétés de blé. Une vingtaine de variétés en mélange, par exemple, et vous semez ça au champ. Alors là, ben, déjà, vu que vous n'avez pas semé la meilleure variété de blé, vous allez avoir un rendement un peu plus faible, et juste un peu plus faible. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe là? Bah, vu que vous avez semé 20 variétés différentes de blé, vous avez une valeur assurantielle. C'est que si une des 20 variétés de blé est touchée par un virus, vous avez les 19 autres qui vont survivre. Donc c'est pareil, c'est dans un monde fluctuant, c'est peut-être une bonne idée. Autre chose, peut-être encore plus importante, c'est que là, vous avez des pieds de blé qui sont génétiquement différents. Donc, ils vont communiquer les uns avec les autres. Ils vont s'échanger des nutriments, ils vont s'échanger des signaux, enfin des tas de choses en fait. Et ce champ de blé, donc ça c'est démontré en station expérimentale, ce champ de blé là, il devient plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes, uniquement parce que vous avez augmenté la diversité génétique au champ. Donc c'est toujours le secret, il faut augmenter la diversité et en général ça marche. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien démontré scientifiquement, mais c'est même pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ça a basculé. Ça a basculé. Alors là, je prends l'exemple de la France parce que c'est celui que je connais mieux. Ça, c'est les surfaces de blé tendre cultivées en mélange. En 2010, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, moins de 5% qui étaient cultivés en mélange dans le pays. Et en fait, quand vous allez en 2020 vers Montpellier, là, dans le sud de la France, c'est 40%. Et ce n'est pas les chercheurs qui sont allés voir les paysans pour leur dire bah, non, tu passes en mélange variétal. Non, c'est les paysans eux-mêmes qui ont bien vu que ça marchait. Ils ne sont pas idiots. Hein. En plus, ça leur fait faire des économies hein, parce qu'ils ont moins de pesticides, moins d'engrais à payer. Donc en fait, voilà. Ça, c'est très vertueux et c'est en train de basculer. Et ça a basculé entre 2010 et 2020. Hein. Et ça ne va pas s'arrêter. Hein. Si vous voulez, l'argument massu pour dire que ça ne va pas s'arrêter, c'est que vous savez, il y a 5 grands semenciers hein, dans le monde, ce qui est d'ailleurs
un ingrédient de fragilité et d'optimisation énorme, hein, ça enfin, encore une fois la performance contre-productive. Mais il y en a un des 5, KWS, qui maintenant vend des mélanges variétaux. Même les grands semenciers se mettent à vendre des mélanges variétaux. Donc là, quand on est passé là, ça veut dire que c'est bon. Ça va vraiment tourner. Et c'est juste des mélanges variétaux. On peut faire bien mieux que ça, évidemment. Donc ça, en fait, ça m'amène tout de suite à vous dire que cette histoire de bascule de la performance à la robustesse, c'est pas du tout cosmétique. Hein. C'est pas une transition. C'est pas une bifurcation. C'est une inversion. C'est une inversion. Alors, si je vous le présente comme ça, l'agriculture, en fait, dans le monde de la performance, l'agriculture, c'était exploiter les écosystèmes pour augmenter la production. C'est ça, hein, le mantra de l'agriculture intensive. Hein. Ben, dans le monde de la robustesse, c'est l'inverse. On se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc ça veut dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, il ne fait pas seulement du rendement en grains, il fait aussi de la biomasse, il fait aussi des insectes auxiliaires, il maintient aussi l'hygrométrie de ses sols, il maintient aussi des sols vivants avec de la matière organique. S'il fait des mélanges variétaux, eh bien, il mélange ces mélanges variétaux avec ses voisins paysans qui font aussi des mélanges variétaux. Donc il mélange les mélanges pour les maintenir mélangés. Tout ça, c'est le monde de la richesse de l'interaction. Le monde de la performance, c'est le monde de la pauvreté des interactions. Il faut bien réaliser ça. Hein. C'est le monde de la performance, c'est le monde du burn-out et le monde de la pauvreté des interactions. C'est le monde de l'étroitesse. Ouais. Excusez-moi, monsieur. En fait, dans le système de soins de santé, en tant que professionnel de la santé, je ne conçois pas ne plus jamais utiliser non plus la performance, mais je ne sais pas si c'est correct, puisque pour moi, par exemple, en situation d'urgence, il faut être performant, je ne peux pas me permettre d'être robuste. Mais donc, dans un hôpital, par exemple, tout ce qui est soins intensifs, l'urgence, on doit être performant. Ouais. Mais dans les services d'État, on devrait basculer dans la robustesse. Exactement. En fait, c'est comme la fièvre. C'est comme la fièvre. C'est qu'en fait, quand tu as un patient qui arrive, qui a le bras coupé, là, il faut être dans la performance. On est d'accord. Hein. Mais par contre, si tu es dans la performance, en fait, mets-toi à la place d'un patient. Tu arrives aux urgences, il faut que le soignant ou la soignante soit performante tout de suite. Par contre, tu ne veux surtout pas que ce soignant ou cette soignante soit performant en permanence. Parce que ça va être quelqu'un qui va être fatigué, qui ne va pas bien réfléchir et qui ne va pas te soigner. Quoi. Donc en fait, il faut surtout être robuste en permanence pour pouvoir être performant de temps en temps, de façon transitoire. Donc d'ailleurs, c'est ce qui se passe chez les êtres vivants. Hein. Là, je vous montre la robustesse en version, c'est ça qui domine chez les êtres vivants, mais ils ont des moments de performance, hein, donc la fièvre, hein, par exemple. Et y compris les plaies, hein. Les plaies aussi, hein, quand ils doivent lutter contre des pathogènes, d'un seul coup, ils passent en performance hein, aussi. Mais c'est ponctuel. Quoi. Donc ça, c'est l'agriculture. Et donc, vous voyez, en fait, c'est surtout cette idée d'aversion. En fait, c'est une révolution culturelle, hein, le passage de la performance à la robustesse. Hein. C'est vraiment, on va tout remettre à plat. Hein. Donc là, c'est l'agriculture. Alors, je vais passer à autre chose. C'est dans la fameuse expression de décarboner l'économie. On entend beaucoup cette expression de décarboner l'économie. Alors, en fait, décarboner l'économie, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on remplace du pétrole par des métaux. Hein. Alors, les métaux définis au sens chimique du terme, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de l'hélium, c'est un métal. Hein, pas plus pour donc, le lithium, c'est un métal aussi. Du coup, le monde du pétrole qui est remplacé par le monde des métaux, on n'a pas beaucoup avancé en fait. Hein. À la limite même, on est en train de faire des pollutions multiformes dans l'environnement, on est en train de libérer des métaux lourds dans l'environnement, l'arsenic et tout le bazar. Quoi. Donc, c'est pas génial. En fait, il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il faut la décombustionner. Je ne comprends pas pourquoi on me dit encore décarboner l'économie. Ça n'a aucun sens, décarboner l'économie. Il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Il faut arrêter de brûler du carbone fossile ou brûler du carbone pas fossile. Il faut arrêter de brûler du bois, des biocarburants, tout ça. Il faut arrêter de brûler du carbone. Voilà. Mais par contre, il faut recarboner l'économie. C'est ça qu'il faut faire. Il faut recarboner l'économie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'utiliser tous ces métaux-là pour les remplacer par des molécules biosourcées, biodégradables. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple. La batterie lithium, alors elle est très performante. On va probablement, à l'avenir, la remplacer par d'autres formes de batteries qui sont biosourcées, biodégradables. Et donc, il y a déjà des exemples. Hein, Ligna, c'est une boîte en Suède qui fait des batteries à base de lignine. Alors, la lignine, c'est la deuxième molécule la plus abondante sur Terre. C'est ce qu'il y a dans le bois. Hein. Enfin, si vous avez fait des coupes histologiques, ça va vous rappeler de souvenirs. Le rouge-bleu, puis le rouge-vert. Hein. Voilà. Donc, dans le bois, il y a de la cellulose et de la lignine, hein, grosso modo. Quand vous faites du papier, vous gardez la cellulose et vous jetez la lignine. Et avec la lignine, vous pouvez faire des films, et ces films de lignine, un peu plastiques là, mais c'est des films de lignine, ils sont capables de stocker l'électricité. Et du coup, vous faites des batteries qui sont capables de stocker l'électricité et qui sont biodégradables intégralement. C'est que quand ça ne marche plus, vous la mettez au fond de votre jardin et c'est un champignon qui va la digérer.
Alors, c'est évidemment moins performant, hein. C'est énorme, les batteries à la limite par rapport aux batteries au lithium, donc on ne pourra pas les mettre sur des voitures, hein. Mais par contre, on peut les mettre dans l'immobilier, hein. Ça, il n'y a aucun problème, hein. Ou des petits objets qui n'ont pas besoin de beaucoup d'électricité, c'est tout à fait possible, hein. Alors, il y a plein d'autres exemples, hein. Les peintures Peacock, par exemple. Les peintures Peacock, c'est des peintures qui sont faites à base de déchets organiques. Déchets organiques. Avec des déchets organiques, hein, vous faites des textures qui sont nano-texturées. C'est un petit peu comme les ailes de papillon, hein, qui sont iridescentes. Vous voyez, en fait, c'est pas des pigments, ça. C'est juste c'est de la lumière qui est reflétée un peu bizarrement, si vous voulez. Et ça crée des couleurs. Alors, iridescentes ou pas iridescentes, hein. Ça peut créer du rouge, ou du noir, enfin, comme vous voulez, quoi. Et ben, ces peintures-là, elles sont intégralement biodégradables. Intégralement biodégradables. Et en plus, il y a un autre avantage, hein, c'est que vu que ce pas des pigments, elles ne se décolorent pas au soleil. Donc, on peut se demander pourquoi on n'en fait pas, hein. Ça coûte plus cher. Voilà. Il y a encore le marché du pétrole qui fait qu'il y a encore un avantage financier à utiliser les vieilles peintures à base de solvants, hein, qui sont polluantes, quoi. Bon, voilà. Alors, par contre, évidemment, c'est des peintures biosourcées, biodégradables, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit sec, hein. Et que dès qu'il y a de l'eau qui tombe sur la peinture, il y a des champignons qui vont la manger, hein. Ça, c'est de l'eau de guerre, hein. Donc, c'est moins performant de ce côté-là, hein, évidemment. Et bon, bah, c'est pour info. Donc, il y a plein d'autres exemples, hein. Mais je vous passe les détails. Donc, ça, c'est aussi une inversion. Alors, ça, c'est une inversion fondamentale quand on passe de la performance à la robustesse. Donc, quand on est dans la performance, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de la matière pour gagner du temps. C'est qu'en fait, on brûle du kérosène pour prendre l'avion. On brûle des métaux pour télécharger son film sur Netflix, quoi. Ça c'est le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On utilise le temps pour préserver la matière. C'est le monde de la bioéconomie. C'est qu'en fait, on va faire pousser toutes nos ressources. Il faut bien comprendre que notre seule ressource massive et renouvelable sur Terre, c'est les plantes. Si vous voulez, notre planète est bleue, mais notre monde est vert. C'est ça, hein. Et donc, c'est là que ça va se passer, hein, forcément. Et donc, il faudra attendre. Il y aura certainement des histoires de réglementation pour qu'il y ait suffisamment d'aliments, terres d'arables, etc. Donc, il faudra attendre. Il faudra attendre. Et là, par contre, c'est vraiment renouvelable, c'est vraiment circulaire, c'est vraiment robuste. Bon, là, ça, c'est la version recarboner l'économie. OK. Alors, ensuite, là, sur les ingénieurs, sur les savoir-faire, alors, il y a aussi, ça, c'est juste des signaux, hein, plus ou moins faibles du monde qui est en train de basculer. Ben, c'est le retour de la terre crue. Alors, franchement, si on m'avait dit, hein, quand j'étais petit, quoi, que plus tard, on formerait des ingénieurs pour faire des maisons en terre crue en Europe, je dire, bah non, quand même, ça, normalement, c'est pas dans notre pays, quoi, qu'on fait ça. Bah si. Alors, en fait, donc, le nouveau BTP, si vous voulez, le nouveau BTP, c'est bois, terre, paille. Ce sont des matériaux qui sont moins performants que le parpaing, moins performants que des matériaux hyper techno, isolants à base de pétrole ou de métaux aussi. Donc, c'est des matériaux qui sont locaux, beaucoup basés sur la biomasse. La terre crue, c'est le sol qui est sous le sol, hein. C'est juste de l'argile un peu dense sous le sol. Vous faites des briques, vous les exposez au soleil et vous montez votre mur. Alors ça, c'est la terre crue, c'est moins performant que le parpaing, hein. Si vous avez un mur en terre crue et s'il y a une infiltration d'eau, le mur tombe. C'est moins performant, hein. Enfin, faut pas rêver, hein. Mais par contre, si vous avez un toit bien isolé et si vous laissez respirer votre mur et qu'il est suffisamment épais, il n'y a aucun problème, hein. En fait, c'est un quart de l'habitat mondial, hein, la terre crue, hein. Et c'est dans plein d'endroits où il pleut, hein. Dans mon coin, là, vers Lyon, en Isère, vous voyez plein de maisons qui datent de plusieurs siècles, hein, qui sont en terre crue, hein. Ça s'appelle lyophisé, voilà, il y a du torchis, voilà, il y en a partout, à Bruxelles aussi, hein. Non, en fait, voilà, donc c'est très commun, la terre crue. Ben ça, ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est moins performant. Et comment c'est plus robuste, de quelle façon? Ben, notamment d'un point de vue social. Parce que si vous êtes, c'est assez simple de construire en terre crue. Et en plus, ça vient de ressources locales. Donc, si c'est simple de construire en terre crue, eh ben, c'est facile à réparer, c'est facile à adapter. Vous ne dépendez pas d'une technocratie distante. Ben, ça, c'est robuste. C'est robuste d'un point de vue socio-économique, si vous voulez. Et aussi d'un point de vue écologique, parce que là, vous avez vos ressources directement sur place. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est que là aussi, c'est comme pour les paysans. Le NTP, donc l'École nationale des travaux publics en France, eh ben, il y a 30 ans, ils n'en parlaient pas de ça, hein, ou quasiment pas, parce que c'est très périphérique comme sujet. Ben, aujourd'hui, il y a une filière paille, il y a une filière bois et il y a une filière terre crue. On est en train de former les ingénieurs au XXIe siècle à manipuler des objets moins performants pour faire de la robustesse. Donc, voilà, je trouve ça assez réjouissant de voir ça. Et alors, il y a d'autres échos, hein. C'est juste des choses que vous voyez dans la vie de tous les jours, hein. De cela, je ne prends que des exemples que vous voyez chez vous, hein. Donc là, notamment le tout réparable. On est en train de quitter le tout jetable. Ça, c'est assez évident, hein. Le tout réparable, c'est en train de se développer et ça va très, très vite. Là, alors, les exemples un peu anecdotiques, hein, le Fairphone, par exemple. Le Fairphone, c'est un smartphone qui est partiellement réparable.
c'est un début, quoi. C'est un objet qu'on a tous et toutes un peu dans ses mains, là. Maintenant, il y a des versions réparables et ça ne va faire qu'augmenter. Hein. Donc souvent, c'est des objets qui sont plus gros, il y a des gros boulons, tout ça, parce qu'il faut que ce soit réparable, donc c'est moins performant, mais c'est plus robuste, parce qu'on a la main dessus. Je suis sûr que dans cette pièce, personne n'est capable de réparer son smartphone. Et pourtant, votre smartphone, il vous sert à plein de choses, a priori. Hein. Donc vous voyez à quel point on s'est fragilisé. Hein. Alors, il y a plein d'ateliers de réparation, de vélos. Alors, ça, ici en Belgique, là, je n'ai pas besoin d'assister parce que ça fait très longtemps que je tiens en avance. C'est plutôt nous qui étions en retard. Mais il y a plein d'autres choses. En fait, c'est pas que des petits ateliers comme ça de passage. Hein. C'est en fait des grandes industries qui sont en train de basculer comme ça. Alors, en fait, c'est la grande bascule, c'est la bascule de l'économie propriétaire vers l'économie de l'usage. Si vous voulez, Michelin, maintenant, ils vendent des kilomètres de pneus. Alors, je ne sais pas si vous avez Darty en Belgique, un fournisseur d'électroménager. Darty, ils font un contrat Darty Max pour 10 € par mois et ça, ils voient partout votre électroménager à la maison. Ça, c'est aussi le monde du tout réparable. Ça, c'est la réponse opérationnelle à l'obsolescence programmée. Ce n'est pas en faisant des lois hein, que ça peut aider les lois, mais c'est surtout là. C'est quand on rend les objets réparables, il n'y a aucune raison qu'ils soient obsolètes, qu'il y ait de l'obsolescence programmée. Donc, il y a plein d'exemples. Hein. Decathlon, il y a Decathlon en Belgique, il y a Trocathlon, par exemple. Trocathlon, c'est du troc, c'est de l'échange. Donc, en fait, c'est en train de venir, hein, et c'est à toutes les échelles. Quoi. Les petits ateliers de vélo de quartier, comme les grandes entreprises. Quoi. Et ça, c'est pareil, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Et c'est normal, hein. Dans un monde fluctuant, c'est ça qui tourne. Hein. Donc, ça change ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur, si vous voulez, dans le monde de la performance, c'était un peu le roi du pétrole, hein, au sens littéral du terme. L'ingénieur, c'était celui ou celle qui fait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. C'est ça qu'on demandait à un ingénieur. Dans le monde de la robustesse, c'est exactement les mêmes savoirs scientifiques, c'est les mêmes maths, c'est la même physique, c'est la même chimie, c'est la même biologie, c'est tout pareil. C'est juste le sens des technologies qui a changé. Maintenant, on fait des solutions robustes. J'insiste, hein, je m'attraque. Solution robuste. Comment on fait pour qu'elle soit robuste? Eh bien, il faut qu'elle soit techno-diversifiée, et il faut viser l'autonomie technique des citoyens. C'est ça, un ingénieur au XXIe siècle. Et donc, ça veut dire que quand je dis techno-diversifié, ça veut dire qu'en fait, il faut tout garder. Il faut garder toutes les technologies tant qu'elles sont robustes. Donc, même les technologies qui peuvent paraître un peu anecdotiques, un peu à côté de la plaque, nous, on garde tout. Il faut vraiment tout garder au cas où. Quoi. Et l'autonomie technique des citoyens, ce n'est pas le repli sur soi. Ce n'est pas pour dire individuellement, on est capable de tout réparer chez soi. Non, ça peut être collectif, ça peut être à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, mais pas au-delà. Si votre technique, votre technologie, votre processus dépend d'un microprocesseur qui est fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Vous ne pouvez pas aller ça. Hein. Donc, évidemment qu'on va basculer vers des choses beaucoup plus relocalisées. Quoi. Et alors aussi un petit point là, c'est que parfois on peut entendre l'idée que cette histoire de robustesse, c'est technophobe. C'est un peu le retour en arrière, etc. Non, c'est tout le contraire. Qui est technophobe entre la performance et la robustesse? C'est évidemment la performance qui est technophobe. Parce que dans le monde de la performance, dès qu'il y a une technologie qui est plus performante que les autres, elle écrase toutes les autres technologies. Donc c'est la performance qui est technophobe. Le monde de la robustesse, on garde tout, à condition que ce soit robuste. C'est le filtre. Et par contre, on garde plein de technologies différentes. Alors, pour prendre l'exemple, un hôpital en Afrique, par exemple. Un hôpital en Afrique qui miserait sur des ambulances électriques, par exemple. C'est hyper fragile, ça. Un hôpital, je dis en Afrique, c'est pratique, hein, parce qu'il y a des exemples comme ça, il y a des articles là-dessus, où on voit qu'en fait, un hôpital en Afrique, il doit avoir des ambulances électriques, pas de problème, mais il doit aussi avoir des ambulances thermiques, et il doit aussi avoir des animaux de trait pour pouvoir transporter des patients. Dans les villages, c'est comme ça que ça se passe. C'est très basique hein, de dire comme ça. Mais ça, on va revenir à ça aussi en Europe, hein, bien sûr. Hein. Il y a des animaux de trait pour ramasser les poubelles dans certaines villes hein, actuellement. Hein. Donc en fait, il faut diversifier. Quoi. Voilà, faut diversifier, c'est toujours pareil. Hein, c'est la biodiversité à toutes les échelles. Donc ça, c'est pour les ingénieurs. Et puis alors, évidemment, ça touche aussi les organisations. Alors peut-être que vous connaissez Buurtzorg, parce que c'est pas très loin de chez vous, ça. C'est aux Pays-Bas, mais le nom déjà, je l'ai tiens un petit peu. Alors, peut-être, je vais commencer. Alors, dans le monde de la performance, qu'est-ce qu'on fait? On fait des organisations qui sont efficientes. Et donc, du coup, on fait un peu du taylorisme, voire même du management qui paraît équilibré comme ça, mais qu'en fait, qui auto-responsabilise. Enfin, bon. Il y a plein de choses, en fait, on épuise. Hein. C'est le monde de la performance crée le burn-out des organisations, ou des personnes dans les organisations. Ça, c'est assez clair. Hein. L'épidémie, il y a une épidémie de Covid, hein, mais la vraie épidémie, c'est l'épidémie de burn-out. Hein.
Ça, je ne vous apprends rien. Ça ne s'arrête pas. Alors du coup, là, vous avez un exemple Birdsong qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un collectif d'infirmières, essentiellement. Il y a des infirmiers, mais on va dire infirmières, parce que c'est pas le domaine, là, quand même. Ce collectif d'infirmières, en fait, elles se sont organisées en équipe de 12 et elles ont abandonné les objectifs commerciaux. Elles ont abandonné les objectifs commerciaux. Donc ça veut dire que ce collectif d'infirmières, elles n'ont pas d'objectif de rentabilité. C'est-à-dire que si elles doivent passer la journée pour soigner un patient, elles passeront la journée pour soigner un patient. Donc là, c'est quand même vraiment anti-performant, hein, on peut le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous passez plus de temps avec vos patients, vous voyez avec quoi votre patient peut interagir. Avec vos voisins, enfin, avec ses voisins, avec les amis, avec la famille de passage, même avec les objets. Hein, voilà, on comprend mieux son environnement. Et qu'est-ce qui se passe? Vous rendez le patient plus autonome. Et si le patient est plus autonome, vous avez moins besoin de passer ensuite. Et puis surtout, le patient commence à se prendre en charge, quoi. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça marche vraiment. C'est-à-dire que non seulement les patients sont mieux soignés, les infirmières, elles ont retrouvé le sens du métier. Parce que, dans le monde de la performance, elles scannent des QR codes sur les portes pour aller encore plus vite. Pour vous dire à quel point on est. Donc là, elles ont retrouvé le sens du métier et ça coûte moins cher à l'État. Donc même financièrement, ça a du sens. C'est-à-dire on est tellement loin dans la performance contre-productive que c'est fou. C'est là qu'on voit, encore une fois, dans la dérive sectaire. Donc voilà, un exemple, et donc les secrets, c'est organisation modulaire, abandon des objectifs commerciaux. Donc à chaque fois, c'est des contre-performances. Il y a beaucoup de redondance, beaucoup d'hétérogénéité, voilà, beaucoup d'incohérence là-dedans. Mais en fait, ça marche. Alors l'autre exemple, c'est l'habitat participatif. Alors ça, c'est notamment intéressant. Alors donc c'est moins performant. Donc on pourrait dire le scénario performant, si vous voulez un habitat, c'est d'aller voir votre agent immobilier et d'avoir un appartement, d'acheter, de louer, voilà, et comme ça vous l'avez dans la foulée, quoi. Donc ça, c'est performant. C'est du clé en main, si vous voulez. L'habitat participatif, c'est des collectifs de citoyens qui se mettent ensemble et qui conçoivent, créent et gèrent leur habitat. Donc là, vous voyez, ça prend beaucoup plus de temps. En général, ça prend 5 ans. C'est beaucoup plus lent. C'est moins performant, toujours pareil. Mais il y a beaucoup de robustesse derrière tout ça parce que quand vous avez votre habitat participatif, évidemment, vous connaissez mieux vos voisins. Il se passe plein de choses, en fait. Alors, dans ces habitats, vous avez des parties privatives, comme dans une copropriété normale, quoi. Mais vous avez une chambre d'amis partagée. Vous avez un étage pour les enfants. Vous avez un potager partagé. Et alors, ce qui se passe là-dedans, c'est que les habitants de ces habitats, en général, prennent soin de leur appartement, ils prennent soin des parties communes, mais ça déborde sur le quartier. C'est que ça a des effets très vertueux, quoi. En fait, c'est très utile, enfin, c'est très utilisé par les pouvoirs publics pour apaiser les quartiers, ça. Vous mettez un habitat participatif dans un coin à problème, en général, ça apaise, quoi. Parce que justement, ça a cet effet de diffusion. Alors, ça prend du temps, toujours pareil. Et ça marche bien. Et alors, il y a aussi un aspect santé mentale là, qui est très fort là-dedans. C'est que, il y a des études psychologiques qui ont été faites pendant la période Covid, où ils ont comparé habitat participatif et puis habitat normal. Évidemment, je ne fais pas un dessin, c'était beaucoup mieux passé dans les habitats participatifs. Parce que là, et alors aussi sur l'intergénérationnel, c'est extraordinaire ces trucs-là. Parce qu'en fait, souvent, c'est l'intergénérationnel où il y a plusieurs générations dans l'habitat. Et donc ça, c'est la maison de retraite du XXIe siècle. Celle-là. Parce que là, du coup, il n'y a plus d'histoire de retraite, de se retirer du monde. Non, au contraire, on a besoin de tout le monde. Toujours pareil, la diversité, diversité des âges aussi, quoi. Ça, c'est très riche, quoi. C'est vraiment le monde de la richesse de l'interaction, la Rodoucesse. Je le redis, mais c'est vraiment ça la clé, quoi. Alors, dans les organisations, il y a aussi l'éducation. Alors, l'éducation, c'est pareil, ça bouge aussi. Donc, dans le monde de la performance, on faisait de la compétition et de la performance. Et donc, on est toujours là-dedans. Dans le monde du burn-out des élèves comme des profs. Alors, en France, on est particulièrement doué pour ça. On a un système scolaire qui est particulièrement dans la performance et qui crée beaucoup de burn-out, de démission, de désengagement des profs et des élèves. Et du coup, on est en train de basculer, quand je dis on, c'est à l'échelle de plusieurs pays qui ont basculé vers l'école de la coopération. L'école de la coopération, c'est quoi? C'est des écoles où les élèves s'apprennent les uns aux autres. Et que le rôle du prof change. Le rôle du prof, c'est plus qu'il apporte des réponses, c'est qu'il pose des questions. Et ce sont les élèves qui doivent répondre aux questions. Donc en fait, ils vont chercher l'information eux-mêmes, elles-mêmes, et du coup, ça prend plus de temps. Il y aura des lacunes, ils ne vont pas faire tout le programme. Il y a d'ailleurs peut-être même pas de programme. Donc, mais quand on est comme ça, en fait, quand on est dans ces écoles-là, en fait, on sait comment chercher l'information. On aiguise son esprit critique. Et quand on a des lacunes à la fin de l'année, on a plutôt envie de les boucher soi-même, quoi. En fait, ça stimule plutôt la réflexion, quoi. Ça, c'est très sous-optimal. C'est que vous utilisez des lacunes, donc un point faible, si vous voulez, pour faire une force, quoi. Ça, c'est de la robustesse. Alors, il y a aussi d'autres choses dans les écoles de la coopération, c'est que vous avez un moment de reconnaissance tous les jours. C'est que dans le monde de la performance,
Les élèves, leur reconnaissance, c'est quand ils ont une bonne note sur leur copie. Dans l'école de la coopération, la reconnaissance, c'est quand un élève explique sa découverte aux autres élèves. Bah, c'est nettement plus fort hein, comme reconnaissance. Hein. Et vous savez que la reconnaissance, c'est un besoin primaire, comme l'alimentation. Hein. On a tous et toutes besoin de reconnaissance. Donc ça, c'est une école qui fournit de la reconnaissance. Donc là, les élèves, ils ont plutôt envie d'y aller hein, dans cette école-là, hein, évidemment. Bon, puis il y a aussi autre chose, c'est juste le mot coopération. Et qu'en fait, l'école de la compétition, qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles de la compétition? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre à la compétition? Je vais vous le dire, hein, je vais vous faire gagner 5 ans d'école de commerce. Hein. La compétition, c'est quoi la clé? Les plus violents gagnent. C'est tout ce qu'il y a à apprendre hein, dans la compétition. Les plus violents gagnent. Dans la coopération, c'est très compliqué. Alors là, il faut vraiment une école. Là, il faut vraiment une école. Parce que dans la coopération, il faut savoir parler à des gens qui sont différents, qui ont des différentes traditions, différentes cultures, voilà, qui ont différents passés. Quoi. Et puis aussi, il faut savoir résoudre les conflits. Ça ne s'apprend pas comme ça instantanément. Hein. Il faut vraiment le pratiquer pendant des années. Toujours pareil, hein, c'est moins performant. Mais par contre, c'est plus robuste. Parce que quand on sait coopérer, eh ben, on est capable d'affronter le XXIe siècle fluctuant. Parce que la robustesse, c'est le tissu social. Hein. Ce n'est pas le bunker. Hein. Ce n'est pas le bunker d'Elon Musk hein, ou de Mark Zuckerberg. C'est pas ça ça, c'est très fragile, hein, évidemment. Hein. C'est le tissu social, hein, notre vrai bouclier robuste. C'est celui-là. C'est l'école de coopération. Alors, il y a des exemples, hein, il y en a plein. Donc là, je vous mets l'exemple de l'école mutuelle. C'était en 1747. Hein, donc, on a quand même fait d'expérience depuis longtemps. Mais il y a l'école Montessori, l'école Freinet, l'école Stromberg en Finlande. Il y en a plein, hein, en fait. Hein. La Finlande, c'est un des premiers pays hein, qui l'a fait en 70. Hein, ils ont tourné vers ça. Hein. Et ça marche très bien hein, chez eux. Hein. Donc, voilà. On a tout sur la table. Hein. C'est tout. Bon, je vais terminer, parce que je ne vais pas être trop long non plus. Si, quand même, sur la science. Alors, la science, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La science qui est victime de la loi de Goodhart. Parce que voilà, elle est nourrie à la compétition, à la performance. Alors, la recherche biomédicale en particulier. Hein. Je pense que vous avez vu tout ce qui est sorti pendant la période Covid, là, hein. Tous les articles qui sont sortis pendant la période Covid. C'était quand même la foire. Hein. Enfin, c'est de la science se savonnait. Hein. Il y avait un article sur deux qui n'avait aucune valeur statistique. Enfin, c'était complètement dingue. Hein. Et ça, c'était voilà, le rush, quoi. Le rush de la performance, la compétition, l'opportunité et l'entourage. Bon. Donc ça, on en sort. Et donc, du coup, c'est quoi le futur de la science? C'est quoi le futur de la recherche? Eh ben, c'est de la science citoyenne, de la recherche participative. C'est-à-dire que ce n'est pas le citoyen qui vient en bout de course pour valider un protocole médical. Non, c'est le citoyen qui est au début pour poser la question avec les chercheurs, dès le début. Et ça, c'est beaucoup plus lent, parce que du coup, il faut se parler les uns aux autres, il faut s'expliquer ce qu'on fait, il faut faire des réunions tout le temps pour expliquer où on en est, expliquer tous les, voilà, faire gaffe aux jeux de pouvoir, etc. Enfin, c'est très compliqué, hein, tout ça. Mais ça prend plus de temps, mais par contre, c'est beaucoup plus robuste. C'est beaucoup plus robuste, parce que là, évidemment, les citoyens se sont appropriés le savoir. Et là, en fait, c'est la meilleure solution contre les fake news, les théories du complot. Ça. Il faut vraiment que les scientifiques sortent des labos et qu'ils aillent avec les citoyens. Et encore une fois, pas les citoyens à la fin pour valider, les citoyens au début, au début avec les chercheurs. Donc ça, c'est une vraie révolution à faire, hein, parce qu'on a encore du travail, y compris dans mon labo, dans l'université. Ok, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La bascule performance-robustesse, finalement, c'est juste ça. C'est une idée toute simple. C'est juste le monde va devenir plus fluctuant. Le monde de la performance, ou la stratégie de la performance, c'est un monde qui marche. En fait, il faut dire autrement. Le monde de la performance, c'est adapté s'il y a abondance de ressources, si le monde est stable et si le monde est en paix. Là, ça marche. Ça, c'est la stratégie du parasite. C'est la stratégie du parasite. Les parasites, ils sont dans des environnements très riches en ressources et c'est stable à l'échelle de temps de vie des parasites. Sauf que ça ne marche pas du tout dans un monde fluctuant. Dans un monde fluctuant, dans un monde instable, où il y a des pénuries de ressources et où ce n'est pas toujours la paix, il faut faire de la robustesse. Et donc, c'est un rééquilibrage à trouver. Alors, ce n'est pas 100% robustesse, mais il faut trouver un nouvel équilibre entre les deux. Alors, je ne sais plus ce que j'ai. Oui, alors, juste pour dire un petit mot de santé, parce que je vais vous proposer une méthode, juste quand même pour que on rentre un petit peu dans l'opérationnel. Hein, si vous voulez, c'est un peu de ça qu'on peut discuter. Comment transformer cette robustesse dans l'action, quoi? Comment on fait pour faire des projets robustes? Eh bien, il se trouve que la santé, c'est peut-être le levier le plus pertinent pour faire des projets robustes. Alors, ça tombe bien, parce que je parle avec des gens qui sont dans la santé. La santé, en fait, c'est le vecteur qui permet de rendre la question socio-écologique intime. Si vous voulez, quand je parle de tonnes de CO2, ça me paraît très lointain, quoi. Même si je parle de tempête, d'inondation, c'est très lointain tout ça. C'est des choses qui arrivent ailleurs, ça ne touche pas directement, quoi. La santé, ça c'est notre corps, ça nous touche. Et donc ça fait rentrer la question socio-écologique dans notre corps.
Et du coup, alors cette histoire de robustesse, en fait, là, je vous propose une méthode. Enfin, c'est l'Institut Michel Serres, hein, c'est un truc qu'on a conçu avec les collègues. Il y a 3 étapes. Donc, imaginez, vous avez un projet. Quel que soit votre projet, hein, que ce soit un projet d'association, un projet dans vos équipes, un projet avec votre famille, enfin, ce que vous voulez. Voilà. Un projet, et vous voulez qu'il soit adapté au XXIe siècle, qu'il soit donc robuste. Alors, la première chose, première étape, question. Il faut passer beaucoup plus de temps sur les questions. Est-ce que j'ai identifié la bonne question? Le cas général, c'est que non. Hein. En général, on n'identifie pas la bonne question. En général, on apporte la meilleure réponse à la mauvaise question. Là, je vais donner plein d'exemples. Hein. Je ne reviens pas sur les éoliennes et tout ça, mais c'est incroyable comme on est capable d'apporter les meilleures réponses aux mauvaises questions. Donc, passer plus de temps sur les questions. Alors, passer plus de temps sur les questions, un exemple, il faut trouver des méthodes. Il faut ralentir ton cerveau. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est encore une fois, c'est un peu contre-intuitif. Il faut ralentir ton cerveau pour ne pas aller trop vite vers la réponse. Alors, comment vous pouvez faire ça? Eh ben, un moyen simple, c'est de parler à des personnes très distantes de vous. Parler à des ballerines, à des boulangers, à des traders. Présenter votre projet. Vous allez rentrer dans l'imaginaire de ces personnes-là. Et juste quand vous allez reformuler votre projet en rentrant dans l'imaginaire de ces personnes-là, ben, vous allez faire un test de robustesse sur votre question. Et vous allez voir que ça va déplacer votre question. Le cas général, c'est ça qui va se passer. Vous allez voir que votre question, ce ne sera pas la même. Je fais souvent ça avec les entrepreneurs. Hein. Alors, ils ont souvent des problèmes de recrutement. Et quand ils font ça, et à la fin, ils se rendent compte que leur problème, c'est plutôt le problème de sentiment d'appartenance. Ce n'est pas un problème de recrutement. C'est un grand classique, ça. Hein. Donc, en fait, on ne se pose pas les bonnes questions. Bon, donc, vous passez plus de temps sur les questions, première étape. Deuxième étape, c'est l'histoire de la santé. C'est que votre projet, il doit alimenter la santé humaine, donc santé mentale et santé physique, hein, les deux, la santé sociale et la santé des milieux naturels. Les 3 sans exception. Si ça n'alimente qu'une des 3 santé, eh ben, ça ne sera pas robuste. Donc, ce n'est pas forcément votre projet tout seul, hein. C'est en interaction. Vous pouvez faire ça avec des paysans boulangers, par exemple, et d'un seul coup, voilà, vous allez avoir un lien au territoire. C'est la nutrition, etc. Pas bon. Pour un exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres. Dans la santé des milieux naturels, pareil, il faut faire attention aux 3 santé, la santé de l'eau, la santé des sols et la santé de la biomasse. Les 3, sans exception. Donc là, si vous avez un projet qui tique les 6 cases, là, bah déjà, il est pas mal, votre projet. Hein. Voilà, il est costaud, quoi. Enfin, c'est bien ancré sur Terre, quoi. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, ce n'est que la deuxième étape. La troisième étape, c'est de faire un test de robustesse sur votre projet. Alors, comment vous faites ça? Eh bien, il faut juste le faire fluctuer. Donc, vous prenez un des paramètres du projet et vous le faites fluctuer. Donc, par exemple, le coût de l'énergie l'année prochaine prend 50%. Est-ce que votre projet tient toujours? Vous avez une catastrophe naturelle dans le voisinage. Est-ce que votre projet tient toujours? La subvention de l'État est divisée par 2 l'année prochaine. Est-ce que votre projet tient toujours? Si ça tient toujours, eh ben, ça crée quoi? Eh ben, ça crée un modèle économique. Et là, l'économie, elle est à la bonne place. Si vous voulez, dans le monde de la performance, on a des idées, on va très vite à la réponse, et tout de suite, on se pose la question de la viabilité économique. Et donc, ça veut dire que tous les projets se ressemblent après. Là, on ne pense pas à l'économie au départ, hein. On ne pense qu'à la santé. Et parce qu'on a commencé par se poser les bonnes questions, qu'on a un projet de santé commune et qu'on a fait le test de fluctuation, ça crée des modèles économiques robustes. Donc, dans le monde de la robustesse, l'économie n'est pas la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et là, l'économie, elle est à la bonne place. On l'a remis à sa place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le social dans l'économie, il faut mettre l'économie dans le social. On va le dire comme ça. C'est la fondation de toute civilisation, ce sont les milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, ça crée du lien social. Et si on fait du lien social, on crée des modèles économiques. C'est comme ça que ça marche. Hein. Et malheureusement, dans le monde de la performance, on fait l'inverse. Hein. La fondation est économique, sociale, et l'environnement, c'est un peu le truc qu'on fait en plus. Donc voilà, ça, c'est la santé commune, c'est une façon. Voilà, il y a certainement d'autres façons de faire, hein, mais voilà, ça peut être un petit guide si vous voulez faire des projets robustes. Alors, je vais m'arrêter là. Olivier a déjà présenté la troisième loi du vivant. Alors, si vous voulez, donc la troisième loi du vivant, il y a 500 références à un bouquin académique, hein, j'ai envie de dire, enfin, un peu académique, hein, qui explore la question que je vous ai racontée là en détail dans les différents champs. Mais peut-être que si vous ne voulez pas creuser à ce point-là la question, on m'a beaucoup demandé. Donc, du coup, j'ai écrit un petit bouquin de 60 pages chez Gallimard qui s'appelle Antidote au culte de la performance et qui ne coûte que 3,90 €. Donc là, c'est imbattable comme prix. Et sinon, il est dans les bibliothèques aussi.
Et donc ça résume l'idée en version plus percutante, sans aucune référence, hein. Par contre, c'est très, voilà, c'est juste l'idée, quoi. Et il y a aussi notre manifeste pour une santé commune. Et comme tu disais, il y a des ressources sur YouTube. Je ne l'ai pas mis là, mais aussi j'ai fait une émission avec la RTBF, avec Arnaud Rissen, Le Tournant, si vous voulez écouter aussi. Arnaud est très, très sympa, très chouette aussi. Et merci. Donc je peux prendre des questions. J'espère que ça n'a pas été... Merci beaucoup pour ce super exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je vais ouvrir le feu. Moi, j'ai une question dont j'en ai deux. D'abord, on parle de système robuste, etc. On l'a vu avec le Covid. Et on veut aller clairement vers un système qui est beaucoup plus robuste, mais pour la production de vaccins, clairement, c'était les firmes privées qui ont généré les vaccins. Et donc les firmes qui étaient performantes. Et donc, quel est ton regard là-dessus? En disant, voilà, on passe d'un système robuste qui n'a pas été capable de faire cette bascule vers la performance. Alors, sur les vaccins, c'est un sujet super intéressant. Donc, alors, ça rejoint un petit peu la question. C'est qu'il y a des moments où il faut faire de la performance. Donc, par exemple, pour la recherche du vaccin, il y a des moments où il faut donner un coup de bourre pour trouver le bon vaccin. Donc là, on est dans la performance. Et donc, on va un peu s'épuiser. Mais c'est la fièvre. Bon, c'est la fièvre mondiale. Donc, du coup, on va trouver des vaccins. Après, c'est intéressant ce qui s'est passé après, parce que ceux qui ont fait les premiers vaccins ARN, ils ne voulaient pas que ce soit privé, ils ne voulaient pas que ce soit public, ils voulaient que ce soit un commun. Vous savez, il y a trois façons d'organiser les sociétés, hein. Public, privé et commun. Et en général, on oublie toujours la version commune, bizarrement. Alors, le commun, il y a plein de littérature là-dessus, hein. Moi, je vous renvoie à La gouvernance des biens communs, Elinor Strom, prix Nobel 2009, qui a écrit là-dessus, et c'est de la robustesse à tous les tournants, hein. En fait, il voulait faire un commun. Et alors, c'est là que je vais dénoncer un petit peu, mais la fameuse Gates Foundation a insisté pour que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est là qu'on voit que les soi-disant fondations caritatives, en fait, sont très biaisées aussi, hein, par des lobbies de la pharmacie, etc. Et donc, ils n'ont pas autorisé à ce que ce soit un commun. Le faire d'un vaccin un commun, ça aurait été robuste. Ça aurait été robuste. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que le sujet a été sur la table. Il a été discuté. Ce qui est un progrès, hein, par rapport à d'autres époques, hein. Donc, quand même, on voit que ça aussi, ça vient, hein. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais le jour où on aura vraiment compris que c'est dans l'intérêt de tout le monde, que tout le monde ait des vaccins et que si on fait des communs, et ben, ça va beaucoup plus vite que pour l'économie générale, etc. Enfin, pour le bien-être de tout le monde, c'est bien mieux. On va y arriver. Mais là, on était au milieu du gué. Merci. J'ai une question par rapport justement à la recherche scientifique. Comment est-ce qu'on peut implémenter de la robustesse dedans? Parce qu'il faut de toute façon qu'il y ait une performance dans ce sujet-là. La question, c'est quoi? Je vais répéter pour ceux qui sont en ligne. Pour la recherche scientifique, comment on fait pour rééquilibrer, enfin, pour faire de la robustesse, alors qu'en fait, dans la recherche, c'est qu'on demande beaucoup de performance. Alors, c'est un vaste débat. Donc, apparemment, vous avez eu un cours sur les impacts de la recherche biomédicale ou du secteur médical sur l'environnement. Donc, ça, déjà, il y a des questions là-dessus. Donc, ça, c'est une première interrogation. Un exemple typique. Alors, en fait, je vais vous donner l'exemple dans mon labo, les voyages pour les conférences, par exemple. Ça, il y a une empreinte carbone assez énorme, hein. Dans un labo, finalement, c'est pas négligeable, hein. Enfin, il y a les moins 80, tout ça, il y a plein de choses qui consomment de l'électricité, mais les voyages en avion, c'est beaucoup. Et en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire au labo, c'est d'arrêter de prendre l'avion pour les seniors. Donc, les jeunes chercheurs peuvent en comprendre l'avion, mais les seniors ne prennent plus l'avion. Et quand on a l'évaluation du laboratoire, on nous demande à combien de conférences on a été invité, hein, parce que ça, c'est aussi un indicateur de performance. On met la liste des conférences auxquelles on a décidé de ne pas aller. Donc, en fait, il faut résister, quoi. Il faut résister, hein. C'est qu'en fait, on est sous emprise, donc il faut résister. Et donc ça, c'est une façon de faire. Alors après, une autre façon de faire, c'est... je prends l'exemple de mon labo, parce que je le connais bien, mais il fonctionne un peu comme un commun. C'est pour ça que c'est pratique. Par exemple, alors, nous, on est à 130 dans notre labo. Et on a décidé de faire un pot commun de financement, c'est-à-dire qu'il y a 9 équipes, et dans chaque équipe, il y a 3 PI, quoi, à peu près. Et ben, on met tout l'argent en commun, absolument tout l'argent, hein, les consommables, et même les bourses RC, hein. On a 4 bourses RC, donc research, comment on appelle ça, le Conseil européen de la recherche, donc on a 4 bourses versées au labo. Donc ça, vous savez, c'est des bourses normalement qui sont données pour une personne, voilà, qui doit avancer super vite. Et ben, on a décidé de faire ça en commun. Et donc on va justifier toutes nos dépenses
en suivant les règles de l'ERC, mais évidemment qu'on a parasité le système. Moi, je peux vous dire sur la mienne, je finance un projet de sciences citoyennes avec des paysans boulangers, alors que le sujet de mon ERC, c'est est-ce que les microtubules sont des mécanosenseurs? Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de relations avec les paysans boulangers de la région lyonnaise et les microtubules. Mais il me semble que cet argent-là, je ne l'aurai jamais pour financer un projet de recherche avec des paysans boulangers du Lyonnais. Et ben, du coup, je tape dans l'argent de l'ERC pour faire des projets qui, à mon avis, ont aussi du sens. Quoi. Je ne dis pas que mon projet n'a pas de sens, mais il n'a pas besoin d'être autant financé. Quoi. Ben, avec voilà, je prends une partie pour le redistribuer. Il y a aussi, en fait, on peut faire plein de choses. Hein. En fait, il faut juste se poser la question, par exemple, quand on est jeune chercheur, on arrive dans un labo, ben, c'est quand même beaucoup plus robuste. Tout de suite, on a de l'argent, quoi. Parce que du coup, on peut faire des manips plutôt que de passer 2-3 ans à chercher des financements, à s'épuiser, à se désengager, voire même à quitter le labo parce qu'on en a ras-le-bol. Ben non, il faut tout de suite avoir de l'argent pour faire. Et là, c'est important. En plus, on a l'énergie, c'est le moment où il faut avoir de l'argent. Donc, ce pot commun, ça permet ça. Et j'ai envie de dire, ça va avec le fait d'avoir un poste permanent. Si on est chercheur fonctionnaire, comme c'est mon cas, bah, quand on est fonctionnaire, on accepte de ne pas avoir un salaire très élevé, mais par contre, on a la vision, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets risqués sur 20 ans. Quoi. Ça, c'est un luxe énorme. Bah, ce luxe énorme, il faut le contrebalancer avec le pot commun. C'est que quand on a des gros financements, eh ben, on les partage. Quoi. Et c'est juste une école de la coopération, hein, c'est pareil. Et après, évidemment, derrière ta question, il y a aussi le contexte général, c'est-à-dire que bah, les journaux, Nature, Science, tout ça, eux, ils sont dans la performance. Alors, bah, moi, j'ai envie de dire, il faut jouer un peu le jeu. C'est qu'il faut un peu parasiter le système en disant, bah, faut quand même continuer à envoyer ces articles dans ces journaux-là et tout ça, mais faut, enfin, là, faut pas être complètement débile non plus, quoi. Si tu n'envoies que dans le peer community initiative, donc c'est des journaux où là, pour moi, c'est le plus avancé, hein, où là, c'est vraiment les reviewers sont de la communauté, il n'y a aucun frais de publication, c'est complètement transparent, enfin transparent, pas complètement transparent justement, parce qu'il ne faut pas que ce soit complètement transparent, mais transparent juste comme il faut. Ça, c'est très bien quoi, de publier dans ces journaux-là. Et puis, de temps en temps, eh ben, tu t'autorises un Nature and Science pour être sûr d'avoir un financement pour que tes jeunes chercheurs dans ton labo, voilà, que ça puisse avoir un financement et qu'on puisse les financer. Quoi. Donc, c'est un équilibre, hein, c'est toujours pareil. C'est pas 100% robustesse, 100% performance, mais donc, il faut jouer. Et c'est situé. Là, je te donne la réponse, enfin, une réponse de notre labo. Il y a certainement, on peut faire mieux ailleurs ou différemment. C'est toujours à customiser. Mais dans l'industrie, ça se matérialiserait comment? Alors, bah, dans l'industrie, c'est pareil. C'est pareil, tout est possible. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est pas forcément, c'est un peu de la recherche, mais c'est à moitié de la recherche. C'est une boîte qui est pas très loin de chez vous. Là, c'est à Lille. C'est une boîte qui s'appelle Pocheco et qui fait des enveloppes. Ben, c'est devenu un laboratoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'était une boîte qui faisait des enveloppes craft, hein, un peu classiques, quoi. Et le patron, Emmanuel Druon, ça fait 25 ans qu'il a décidé de faire de la symbiose industrielle, quoi. En fait, d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc, il a utilisé des solvants qui sont moins polluants, des solvants qui sont dépolluables par les plantes. Il a des pigments naturels, il a mis des plantes sur le toit pour isoler, il a fait un couloir de biodiversité, il coopère avec les paysans du coin pour faire de l'agroécologie sur son terrain pour nourrir ses employés. Il collabore avec les pompiers du coin pour récupérer les essaims d'abeilles sauvages, pas domestiques, hein, essaims d'abeilles sauvages. Il a un hôtel à abeilles sur son. Enfin, c'est tout un truc, quoi. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, il n'a aucun problème de recrutement et aucun problème de carnet de commande chez lui, parce qu'en fait, tout le monde veut bosser chez lui, parce que c'est le nouveau modèle, quoi. C'est le nouveau modèle de l'entreprise. Il y a beaucoup de turnover, beaucoup de jeunes, tout ça, donc c'est assez dynamique. Et du coup, ouais. Déjà, ça, quand même, un atout, ce système-là. Alors, ça dépend à Singapour. Il y a de tout à Singapour. Hein. Je veux dire, ce système justement d'isolation grâce aux plantes, oui. de choses. Oui, alors exactement. Alors, à Singapour, ils sont assez avancés sur les technologies, les fermes verticales et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de performance. Hein. Donc, en fait, à Singapour, il y a un peu les deux. Hein. Il y a des choses très très bien à Singapour, hein, mais il y a aussi le côté hyper performant des fermes verticales, le bilan complet, des fois, c'est un peu de limite. Quoi. Là, c'est juste un terrain tout bête à l'extérieur. Hein. Donc, il n'y a pas de néon, il n'y a rien du tout. Quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans le cas de Pocheco, c'est que l'entreprise est devenue un labo. Et que les entreprises autour ont commencé à s'intéresser à cette entreprise. On va dire, tiens, en fait, toi, tu fais de la recherche. C'est de la recherche privée, quoi. C'est sur les enveloppes, hein, mais en fait, c'est plus que ça, quoi. C'est comment je gère mon eau, comment je gère mes sols. C'est vraiment la santé commune, quoi. Hein, je fais le lien au territoire. Quoi. Et maintenant, ils ont ouvert un bureau d'études, accompagnent 350 entreprises. Donc, en fait, ils ont même trouvé un nouveau modèle économique. Mais c'est toujours pareil, hein, quand on prend soin du territoire, lien social, modèle économique. Quoi. Et donc, moi, j'ai envie de dire, c'est ça le futur. C'est qu'en fait, la recherche privée ou dans l'entreprise, c'est ça qui va se passer. Quoi. Il y aura un lien au terrain, au territoire. Et il y a énormément de choses à faire. Quoi. Il y a vraiment énormément de choses à faire. La biomasse, elle est exponentielle. Quoi. Donc, Oui. Comment est-ce que le concept de robustesse rejoint celui de la résilience? Ah oui.
Petit point sémantique, quelle est la différence entre robustesse et résilience ou comment les deux se rejoignent? Alors, les deux concepts se parlent. Donc, la robustesse, hein, maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc, ça, c'est à court terme. Je pourrais dire à long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. À long terme. Hein. Donc, ça, c'est la robustesse. Alors, la résilience, il y a 3 définitions de la résilience, juste pour être clair. Hein. La première définition, historiquement, c'est pour la science des matériaux. C'est un matériau qu'on déforme et qui revient à son état initial. La deuxième définition de la résilience, c'est la résilience psychologique. Donc, ça veut dire qu'on tombe et on se relève. Alors, je vais insister là-dessus. La résilience psychologique, c'est très bien sous l'angle médical. C'est complètement toxique dans le monde socio-économique. C'est qu'en fait, on pousse les gens à tomber presque pour qu'ils se relèvent. Quoi. Enfin, on leur demande de tomber avec le sourire et de se relever avec le sourire. Donc, c'est la double peine. Hein. Enfin, si je veux vous le dire, Thierry Rigaud a écrit un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle Contre la résilience. C'est assez clair. Il est allé chez vous à Fukushima et tout ça, donc il connaît très bien la question. Si vous voulez, il le dit comme ça, hein, la résilience, ça fatalise le désastre et ça délégitime les résistances. Donc ça peut être très, très toxique. Quoi. Et puis une troisième définition de la résilience, qui est la résilience socio-écologique, qui est la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde dynamique, quoi, fluctuant. Donc là, ça ressemble beaucoup à la robustesse. Mais parce qu'il y a ces 3 définitions de la résilience, presque s'opposent. Mais en fait, je n'utilise plus le mot résilience parce qu'en fait, je ne sais plus ce qu'il veut dire. Et j'ai même envie de dire, si je force le trait, le problème de la résilience, pour moi, c'est que le focus est sur la trajectoire. Que la résilience, on voit ça. C'est un truc comme ça. On tombe et on se relève. Et donc, on va optimiser la trajectoire. C'est ça. Quand on travaille sur la résilience, on optimise la trajectoire. Et là, c'est parti. Là, c'est du néolibéralisme flamboyant. Quoi. Quand on travaille sur la robustesse, on ne regarde pas la trajectoire, on regarde que les bornes. Donc, on veut élargir les bornes pour que toutes les trajectoires soient possibles. Donc, c'est vraiment différent comme angle. On joue sur les marges de manœuvre. Voilà. Bien. Vous avez un rendez-vous à 6h30, donc je sais déjà que votre vélo, on va dire votre vélo vous attend. Encore une question avant de clôturer. Oui. Je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, mais comment est-ce que vous avez réfléchi à comment s'adresser aux personnes qui sont influentes et qui ont vraiment beaucoup d'argent pour qu'ils s'adaptent à ce modèle de robustesse, parce que je ne suis pas convaincue qu'ils vont absorber votre propos, quoi. Alors, les personnes très influentes et très riches ne voient pas les fluctuations. Elles sont protégées par leur argent, par leur position de pouvoir. Donc, typiquement, quand on est au niveau politique, au niveau national, ou quand on travaille pour McKinsey, ou qu'on est Elon Musk, on ne comprend rien à la robustesse. Parce qu'en fait, on ne sait même pas à quoi ça sert et on ne voit même pas pourquoi il faudrait y penser, puisque le monde n'est pas fluctuant. Pour eux, il n'est pas fluctuant du tout. Hein. Donc, du coup, je pense, moi, mon conseil, ce serait de ne pas gâcher votre énergie à aller parler à des gens comme ça. Je l'ai fait un peu, hein, et j'ai rapidement compris que ça ne servait à rien. Donc, en fait, ce qui est rassurant, c'est que le monde, il continue à fluctuer. Hein. Et alors, ça, c'est une notion de systémique. Hein. Les systèmes basculent par les marges. C'est toujours par les marges que ça se passe. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'instant T, là, aujourd'hui, il y a plein de petits projets robustes dans tous les sens, certains qui paraissent anecdotiques, périphériques, qui n'ont pas beaucoup de sens, quoi, qui ont dit, ouais, quand même, c'est complètement orthogonal à la doxa économique, quoi. Sauf qu'à la prochaine fluctuation, tous ces petits projets-là, qui étaient un peu à côté de la plaque, ils vont se synchroniser, ils vont faire sens, et là, ce qui se passe, c'est que le cœur du système n'a que 2 choix, c'est basculer avec les marges ou mourir. Donc, ce n'est pas la peine de passer, de taper contre le mur du cœur, parce que voilà, je reprends McKinsey, je reprends Total, je sais pas, tous les pétroliers, voilà, les gens du numérique, tout ça. Ce n'est pas la peine de passer de l'énergie sur eux. Quoi. Eux, ils sont en train de construire des fusées et des bunkers. Donc, ils ont un projet extraterrestre, au sens littéral du terme. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vivre à la surface de la Terre, dans les fluctuations. C'est beaucoup plus réjouissant. D'ailleurs, c'est ma réponse à l'éco-anxiété. Hein. Vous savez pas, on est tous exposés à ça. Hein. On est dans un monde où on nous dit, alors, vous allez voir, le 21e siècle, ça va être les tempêtes, tout ça, et en plus, il faut faire des efforts. Ouais, ça va, je démissionne, quoi, hein, je déserte. Quoi. Alors là, moi, je dis quelque chose de différent. Hein. C'est le monde de la robustesse. Il n'y aura pas grand-chose à regretter du monde de la performance. En fait, c'est ringard, la performance. C'est vraiment ringard. Ça appartient au XXe siècle, ça. Le monde de la robustesse, il est beaucoup plus engageant. Encore une fois, c'est le monde de la richesse des interactions, de la diversité. Et donc, ce n'est pas la peine voilà, de s'épuiser contre le cœur du système. C'est dans les marges que ça se passe.
Merci beaucoup.